Rust aujourd'hui. Qui dit web et Rust dit WebAssembly. Donc on va voir tout ça. C'est une présentation qui est axée sur du code. Donc on ne va pas rentrer dans toutes les subtilités, les détails et tout. Mais on va quand même voir plein de choses intéressantes, j'espère. Si vous ne connaissez pas Rust, ben, c'est intéressant de voir si vous arrivez quand même à comprendre. Pas obligé de connaître par cœur la syntaxe pour pouvoir lire du code. Ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui me connaissent ici, mais bon, c'est normal. Je m'appelle Igor, en fait, je fais du développement back-end, principalement, mais j'ai fait plein d'autres choses dans ma carrière. Et je bosse chez Vector8, où on fait de l'IA pour des clients, ce genre de choses. Bon, si votre boîte veut de l'IA, peut-être qu'ils peuvent venir nous voir. Et moi, typiquement, il y a quelques mois, c'était pas encore Vector8, mais bon, voilà. Quelques mois, j'ai eu l'occasion on a eu besoin de faire des web composants, et il se trouve qu'il y a eu un bon alignement de planètes, et j'ai pu me lancer à faire du Rust pour faire ces web composants. Et comme c'était cool, j'essaye de transmettre un peu ça ici aujourd'hui. On va y avoir beaucoup de choses. On va d'abord faire un récap sur les web composants, on va aller très très vite. On va surtout faire du Rust et du WebAssembly, et comme j'ai pas trop envie de vous laisser sur le sentiment qui pourrait être un peu lourdingue après cette partie, on va faire un peu de Dioxus à la fin. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas, à m'interrompre, on a du temps aujourd'hui. Non, on a du temps aujourd'hui. Donc, quand je parle de web composants natifs, en fait, il faut comprendre sans framework. Voilà, c'est Vanilla, je traduirai en anglais. C'est quoi les web composants? C'est une série de spécifications qui sont implémentées dans nos navigateurs. Donc les custom elements, ça nous permet de faire nos propres balises HTML. Le shadow DOM, ça permet de faire de l'encapsulation du DOM et du style. Et les HTML templates, ça c'est pour faire des modèles qu'on va réutiliser, etc. On ne va pas parler des HTML templates aujourd'hui, mais bon, on peut les faire aussi. Évidemment, on n'est pas obligé de faire du shadow avec des custom elements. Ça se fait quand même beaucoup. Et inversement, on peut faire du shadow sans custom elements. Donc, je ne vais pas être très original. C'est-à-dire qu'on va faire des composants et quand on va cliquer sur le bouton, ça va s'incrémenter. Ça s'appelle un compteur. Dès qu'on fait des présentations sur des composants, quel que soit le framework, on fait des compteurs. Donc, ces web composants, donc il y en a deux pour l'instant. Ils s'appellent JS Counter, vous voyez là. OK. Et typiquement, j'ai un attribut name que je peux changer, évidemment. Hein. Et si je change mon name, ben, ça s'applique automatiquement, pas de problème. Et je voulais aussi noter qu'à la fin de chacun de mes composants maintenant, et après ce sera pareil, j'ai rajouté des balises code, on va s'en servir. OK. Comment ça marche? On va aller là, on va aller directement en bas. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle play, sur laquelle je vais lui passer mon compteur, mon JS counter, mon composant. Cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va itérer sur tous les composants que je trouve. Et la première chose que ça va faire, c'est que ça va dynamiquement changer le name, l'attribut name. C'est juste pour montrer qu'on peut changer dynamiquement les attributs. La deuxième chose que va faire cette fonction, c'est qu'elle va s'abonner sur l'événement count, qui est spécifique, qui est custom, hein, qui n'existe pas de base en HTML, c'est le web composant qui le fournit. Et on va récupérer la payload de cet événement et l'afficher dans l'élément adjacent, le next sibling, de mon composant. C'est la fameuse balise code que je vous ai montrée, c'est juste pour comprendre comment ça marche. Ok, donc si je fais ça, en théorie, ça marche. Mes composants, ils ont bien eu un nom qui a changé, et quand je clique, j'ai la payload de mon événement. Donc là, je vous ai montré comment on manipule les web composants, comment on le crée en JavaScript, TypeScript. Voilà, en JavaScript, c'est pareil, on enlève les types, en gros. Bon, j'ai défini un type pour ma payload de mon événement, ça c'est pas très important. Surtout, ce qui est important, c'est qu'un custom élément, c'est une classe qui va hériter de HTML element ou de ses sous-classes. Je ne rentre pas dans les détails. Dans cet élément, on va pouvoir créer des attributs privés ou pas privés d'ailleurs. Hein.
Donc, par exemple, le root, c'est ma racine de mon isolation, de mon code. Count, mon attribut count, c'est mon état interne, ça représente un état interne. Et ici, j'ai deux éléments, name et count element, qui représentent en fait les parties dynamiques de mon web composant. Quand on va construire notre counter, on va créer la racine du shadow, d'accord? On va garder en attribut root. Et après, le navigateur va communiquer au travers de fonctions de callback. Donc, connected callback, c'est j'ai découvert le web composant, et on va pouvoir mettre le code qu'on veut dedans. Typiquement, ici, bon, je récupère mon attribut, je fais un peu de templating, hein, c'est un peu le mode bûcheron du templating, ça, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut faire du templating. Au passage, j'ai une balise style qui isole, qui fait qu'il y a des pointillés rouges et tout, avec un CSS que j'ai inclus directement dedans. Je vais récupérer mes parties dynamiques, je fais mon abonnement sur mon bouton, clic. Qu'est-ce que je fais quand je clique sur mon bouton, j'incrémente mon état interne et je répercute la modification visuellement sur dans mon bouton pour changer la valeur. Enfin, comme je voulais vous montrer les custom elements, les custom events, on peut créer des custom events avec le nom qu'on veut. Il y a une limitation, je pense, évidemment. Et on peut dispatcher, notifier l'extérieur qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas fini, il faut aussi lister tous les attributs qu'on veut observer. Et dans ces cas-là, on passe par un callback supplémentaire, le attribut changed callback. Il n'y a rien de très intéressant dedans, à part qu'on modifie notre contenu. Important, il ne faut pas l'oublier, je risque de le faire tout à l'heure, on va me le rappeler. Il faut enregistrer notre custom element. En gros, là, je vais associer la balise JSCounter à ma classe. D'accord? Enfin, si on fait du TypeScript, on peut aussi associer le nom de cette balise avec la classe qui correspond. Ça, c'est si on fait du TypeScript. Voilà. Donc c'est tout pour cette partie JavaScript que vous connaissez par cœur de toute façon. Si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave. En fait, c'est un peu un prétexte, ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, on va pouvoir passer des paramètres à nos composants au travers des attributs, principalement. Attributs HTML, éventuellement, il faut convertir le type, parce que c'est des chaînes de caractères. On va pouvoir communiquer avec le monde extérieur en envoyant des custom events. Et on peut aussi, dynamiquement en JavaScript, accéder aux méthodes, utiliser des attributs, et éventuellement faire des sets directement, plutôt que faire des sets attributs, plutôt directement faire des sets. Mais dans ces cas-là, il va falloir écrire les custom getter setter pour dispatcher, faire les modifications visuelles. Donc ça, c'est la base. On peut évidemment utiliser des frameworks. Alors, ils n'aiment pas trop appeler ça framework, c'est plutôt des compilers, des libs, enfin, voilà. Lead, Stencil, il y en a probablement pas mal d'autres. Ça réduit pas mal le code un peu pénible à écrire. Voilà. Enfin, quand on fait des web composants, c'est très bien, mais il faut savoir deux choses. C'est que l'isolation, on en a vraiment envie en général. Par contre, ça pose des problèmes quand on veut, depuis l'extérieur, modifier le style à l'intérieur de notre web composant. Il y a des solutions avec les variables CSS, les custom properties CSS, ou le pseudo-element part un peu plus récemment. Et on a le même problème pour les API, par exemple, si on veut faire un custom input, un custom select, par exemple, et que notre formulaire puisse accéder aux informations de ce composant-là, c'est pas très facile. Depuis quelques temps, on a Element Internal et les attachés de forme qui permettent de faire ça. Ça résout ce problème-là. Voilà. Maintenant, on va partir sur le plat de résistance. Alors, je vais quand même vous dire, le crabe, c'est parce que le logo, c'est des gens qui font du Rust, qui s'appellent les Rustacines. C'est un crabe, c'est un peu plus cartoonish que ça. C'est pas pour le repas. Donc, on va faire du WebAssembly. Et le WebAssembly, c'est encore une spécification. C'est une spécification d'un format binaire dont l'idée, c'est que ce soit facile à parser et à compiler. C'est du code qui va être facile à parser et à compiler. Quand je dis facile à parser et à compiler, c'est par rapport à du JavaScript. D'accord? Donc, si on télécharge 1 méga de WebAssembly, ce sera plus facilement traité
par le navigateur qu'un méga de JavaScript. On a des performances proches du natif. Alors évidemment, ça, il faut toujours mettre plein de guillemets, voilà. Et on peut aussi utiliser WebAssembly en dehors du web. Typiquement, si vous voulez faire des systèmes de plugins, ou que vous voulez exécuter du code qui vient de l'extérieur, dont vous n'avez pas tout à fait confiance, vous voulez faire du bac à sable, du sandboxing, c'est très intéressant d'utiliser ça. Et puis évidemment, il y a plusieurs langages qui peuvent produire du WebAssembly. Je vous ai mis un lien. Mais comme on peut faire du WebAssembly, que c'est un format standard, on va utiliser le meilleur langage pour ça, le meilleur langage tout court, Rust. C'est un avis personnel, mais que je peux argumenter. Donc j'ai mis le lien et la tagline du site officiel de Rust. Donc l'idée, c'est de faire des logiciels fiables et efficaces. Et là, quand on dit ça, ce qui se cache derrière ça, notamment efficace, c'est on veut de la performance, proche du C, ou équivalent, voire un peu mieux des fois, enfin ça dépend des cas, et aussi en performance en mémoire. Parce que tous les langages qu'on utilise, JavaScript, Python, Java, etc., ils ont un truc qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer la mémoire, mais les conséquences, c'est que ça va utiliser énormément de mémoire sur les machines. D'accord? Et donc, efficace, ça veut dire pas de manager de mémoire, ou alors il faut qu'on puisse, l'utilisateur, le développeur, puisse choisir un peu comment il va travailler avec sa mémoire. Le problème, c'est que si on laisse le choix au développeur de faire ça, on ne devient pas fiable. Parce que le développeur, c'est la chose la moins efficace dans le pipeline du code. Donc, comment on fait? L'idée magique de Rust, c'est que, en fait, on fait ça par le compilateur. Le problème, c'est que si c'était facile à faire, tout le monde le ferait. Ce qui se passe, c'est que ça induit l'ajout de nouvelles notions dans Rust qui prennent du temps à être digérées. Ces notions ne sont pas très compliquées à comprendre, elles sont compliquées au début quand on apprend, et ça implique plein de choses dans le code. On va le voir un peu. Donc, résumé, pas de garbage collector, mais pas de problème de mémoire. Rust est un très très bon langage pour faire l'interopérabilité avec d'autres langages qui peuvent accepter des Foreign Function Interface. Donc en gros, des trucs un peu comme du C, on va dire, c'est proche de ça. Et donc typiquement, moi, ça m'est arrivé professionnellement de faire des bibliothèques Python, bon, codées en Rust, mais c'était utilisé par des gens en Python, voilà, c'était déployé dans les repos. Donc avec une magnifique bibliothèque qui s'appelle Pio3, qui vaut le coup pour ceux qui font du Python et qui veulent quand même de la performance et des types sérieux. Donc voilà. Donc tout ça, ça va être intéressant parce que CFFI, en fait, c'est un peu ce qu'on fait avec du WebAssembly. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Rust, ces fameuses notions, je les ai gardées en anglais, ownership et borrowing. Je pense que c'est mieux d'avoir la terminologie anglaise quand vous verrez les erreurs des compilateurs, tout ça, ça va utiliser ces terminologies. Voilà. Donc, ownership, c'est la propriété. Chaque valeur a un seul propriétaire. Quand je parle de valeur, il faut imaginer quelque chose qui va prendre de la place en mémoire quelque part, quelque chose qui va être des bytes à un moment. Donc, on ne peut pas être deux pour avoir l'ownership. Et quand, par exemple, admettons que ma valeur elle est dans le scope d'une fonction, quand ma fonction est terminée, d'accord, ce qui va se passer, c'est qu'on va dropper, le compilateur va ajouter ce qu'il faut pour dropper, on parle de drop, cette valeur, et en gros, on va désallouer la mémoire. D'accord? Mais c'est le compilateur qui fait ce boulot-là. Donc on parle de drop. On peut aussi transmettre l'ownership. Imaginez, j'ai une fonction, je peux transmettre ça, transmettre la valeur à, par exemple, une closure ou une autre fonction. Okay, tout ça, c'est possible. On parle de move. Donc, c'est bien, l'ownership, ce serait pénible de travailler comme ça si on n'a pas la possibilité d'emprunter. Donc, ça a des conséquences. On parle de borrowing. Il y a deux types d'emprunts. Les emprunts immutables. En gros, on peut être plusieurs. En général, c'est pour faire de la lecture. Et un emprunt exclusif. Il n'y a qu'un seul emprunteur. D'accord? En général, pour écrire. On dit mutable aussi, mais c'est un peu abusif comme nom. Donc voilà, donc là on sait tout pour faire du Rust efficacement. Donc on va faire du Rust. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré un projet avec un outil qui s'appelle Wasampack, qui permet de bootstrapper les projets. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue derrière, il y a des places devant. Voilà.
Je dis ça comme ça. Donc, j'utilise cet outil WasmPy qui m'a généré mon code Rust. Et ce qui se passe, c'est que donc, ça a généré du code et j'utilise aussi, je vais aller surveiller les modifications de ce fichier, je recompile automatiquement, etc., pour que ce soit une expérience plus agréable pour développer. Donc, je vous ai dit, c'est du WebAssembly, et ce qu'on peut faire avec du WebAssembly, avec les Foreign Function Interface, c'est déclarer une fonction qui vient de l'extérieur. En l'occurrence, donc là, c'est externe C, ça veut dire c'est une FFI, en gros. Je définis une fonction alerte qui prend une chaîne de caractères. Ça, vous la connaissez tous dans les navigateurs, c'est ce qui fait la pop-up de alerte. C'est ce qui sert à débugger. Bon, pas toujours, mais maintenant on peut faire mieux, mais c'était quand même très utile à l'époque. On a une annotation qui s'appelle wasm by gen. Donc c'est une annotation. Ça, c'est du code qui va être généré, ça va être utilisé par le compilateur et générer du code à la compilation. D'accord? Ça va générer plein de code qui est rébarbatif, donc c'est intéressant pour ça. Wasm by gen, c'est aussi la bibliothèque qui nous fournit cette annotation, mais c'est la bibliothèque qui nous permet de faire le pont entre l'univers JavaScript et l'univers Rust. Donc en l'occurrence, ici, j'expose quelque chose qui vient du monde JavaScript. Pour faire le Hello World, on va faire une fonction que j'ai appelée start ici, qui va utiliser cette fameuse alerte avec une chaîne de caractères. Et on va faire une annotation, c'est la même, wasm by gen, pour exposer cette fonction-là dans l'univers JavaScript. Il y a une petite subtilité, il y a un attribut qui s'appelle start, ce qui fait que quand le paquet va être chargé, il va automatiquement lancer cette fonction. C'est juste pour éviter d'avoir à le faire manuellement. Ok, donc là, on a tout pour faire notre Hello World. Donc, on va aller dans notre fichier TypeScript. On va importer le paquet qui est généré avec mon outillage. La fonction qui m'intéresse pour l'instant, c'est rustCounter, c'est une fonction d'initialisation. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette fonction, voilà, rustCounter, ça retourne une promise, parce qu'il faut télécharger le wasm, le compiler, etc., etc. Et donc derrière, je vais appeler ma fonction play, même si je n'ai pas encore fait mon code. Donc si je sauve, je m'attends à avoir ce superbe dialogue d'alerte, et le Rust, c'est magnifique. Vous avez applaudi, je le refais. Je vais même le refaire au cas où. En fait, j'ai 3 fois, ma page web est 3 fois dans les slides, c'est pour ça qu'il y a 3 fois alerte. Voilà. Je donne des petits trucs. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite enlever parce que c'est très pénible. Et on va faire des choses intéressantes maintenant qu'on sait faire du Hello World, du WASM. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va exposer notre count event, qui va contenir notre attribut count, un entier. Donc, on peut aussi exposer des types depuis Rust. D'accord? On va aussi exposer notre count Rust element, c'est ce qui représenterait notre web component au sens Rust. Ce coup-ci, mes types, ils vont pas être publics, ils sont internes, d'accord, ils sont cachés, on pourra jamais y accéder côté JavaScript. Alors, il y a un truc très important à comprendre qu'on va pas adresser tout de suite, mais en Rust, on n'a pas d'héritage. On peut pas faire d'héritage, ça peut perturber des gens. Moi, ça me dérange pas, parce qu'on a plutôt tendance à faire de la composition dans nos codes, aujourd'hui, en tout cas dans ce que je faisais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cet héritage par de la composition. Donc, mon web composant, mon parent, on va dire, c'est ce qui s'appelle host ici. Ça, le type element. Après, j'ai mon root, c'est un shadow root. Mon count, c'est mon entier. Et j'ai des options pour les éléments nulables, qui sont les parties dynamiques. D'accord? Tous les types que vous voyez, element, shadow root, ici, ces éléments-là sont fournis par une bibliothèque qui s'appelle web-6, d'accord? Qui est, en gros, je schématise, va utiliser wasm by gen pour exposer toutes les API web dans l'univers Rust. On va devoir piocher ce qui nous intéresse. D'accord? Donc, très bien, c'est super. Donc, on va aussi faire un peu plus. Ok. On va aller tout décommenter. Et ce que j'ai fait là, normalement, c'est simple, c'est que j'ai copié-collé le code JavaScript et j'ai fait une traduction un peu bête et méchante avec les API en Rust. D'accord? On gagne du temps,
mais on va retrouver les éléments. Donc on va les parcourir petit à petit. Donc on utilise encore la notation Wasm by Jane. Ce coup-ci, c'est sur un bloc d'implémentation. D'accord, donc c'est ce qui va contenir nos méthodes qui correspondent aux méthodes de mon élément countTrustElement. Il y a une méthode un peu particulière ici que j'ai appelée new. New, c'est une convention dans le langage Rust. Ça n'a pas de mots-clés pour les constructeurs. Donc c'est une fonction qui va retourner un countTrustElement. Et pour l'utiliser sous forme de constructeur dans l'univers JavaScript, il y a un attribut constructor. C'est pas très intéressant, tout ça c'est des petits détails, mais c'est bien de comprendre. Je vais retrouver une API qui est proche de ce qu'on avait en JavaScript pour créer mon shadow, sauf que ce coup-ci, on a des types, on a des énumérations, etc., plutôt que des chaînes de caractères et des objets. Mais grosso modo, c'est la même chose. Je vais initialiser mon composant avec les valeurs par défaut, tout va bien. Pour le connected callback, ce que j'ai fait, là, j'ai fait un truc un peu différent, c'est que j'ai utilisé un JSName comme attribut qui permet de renommer, donner le nom à l'univers JavaScript pour cette fonction. En JavaScript, on utilise du camel case. En Rust, on va utiliser du snake case pour les noms des variables et des fonctions. Voilà, on n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On va faire du templating avec le système de formatage de string en Rust. Bon, c'est un peu aussi bûcheron, mais ça marche, avec les linéaires HTML. On va utiliser Query Selector de la même façon pour récupérer nos éléments. Donc on va avoir des types un peu plus précis que ce qu'on a en Rust, parce que en JavaScript, parce que ça peut jeter des exceptions, etc. etc. Je ne vais pas du tout adresser ça, peut-être qu'on en parlera dans la présentation d'après, j'espère. Pour le click, là c'est très intéressant, donc on va le coder. Il y a du warning, c'est pas grave, c'est normal. J'ai aussi rajouté le disconnected callback, c'est un peu l'inverse du connected callback, on n'en a pas parlé en JavaScript, mais voilà. Et le attribut chain callback. Rien d'intéressant dans ce code-là, c'est vraiment de la traduction copie de Rust, c'est de la syntaxe, hein, il n'y a rien de très intéressant. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se contenter de ça pour l'instant, et on ne peut pas faire de vrai web composant, mais on va émuler un web composant. Donc pour ça, on va aller dans notre page HTML, et je vais tout activer, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'on va créer ici dans une balise div, qui est la classe Playground, on va émuler ça comme si notre web composant c'était ce Playground. D'accord? Comment on fait ça? Eh bien, on va faire un petit ven. Voilà. On va définir mon compteur. Donc je vais utiliser new count rest element. Voilà. Expected one argument got 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde la documentation, l'outillage, il va aussi générer les TypeScript définitions qui correspondent au code Rust. Donc ça, c'est cool. Donc ça prend un host qui est de type élément. Ah, c'est le div au-dessus. C'est mon playground. Hop. Donc il veut ça, sinon il râle. Et du coup, je peux appeler connected callback. Voilà. Et ici, en bleu, j'ai un truc qui n'a pas de nom, donc voilà, mais j'ai un bouton avec mon état initial 0 dedans. Je ne peux pas cliquer, on n'a pas codé les choses, mais au moins on a un début de truc sur lequel on peut travailler. Donc là, ça commence déjà à être pas mal. Et on va adresser le problème un peu marrant, qui est ici, comment on fait pour enregistrer le clic sur le bouton. Alors là, ce que je n'ai pas fait, c'est utiliser la bibliothèque Web6, qui est fournie à des event listeners, etc., etc. Parce que pour le faire, il faudrait que je crée une fonction, une JS fonction. Pour créer une JS fonction, il faudrait que je crée une JS closure. C'est pas très très agréable à coder. Il faut que je fasse un cast un peu sale. Enfin, c'est pas très joli. Et surtout, je vais avoir une grosse erreur qui me dit je fais un truc qui est interdit et j'ai une méthode qui est tentante qui s'appelle forget qui dit, grosso modo, je résume, elle dit ah ouais, cette closure, j'accepte que tu fasses une fuite mémoire. Ce que je pense, c'est que c'est une très mauvaise idée de montrer ce code-là. Comme le coder proprement, c'est un peu pénible, eh ben, j'ai décidé d'utiliser une autre bibliothèque, ce qui est l'occasion de vous la présenter si vous ne la connaissez pas. C'est une bibliothèque qui s'appelle Gloo, G-L-O-O, qui fournit une petite surcouche sur certaines API très utilisées de JavaScript.
Fetch, les event listeners, ce genre de choses, les WebSockets par exemple, que ici j'utilise. Donc, alors, je vais tout de suite, pour éviter d'avoir ce warning énorme, mettre le retour de listener, de cette valeur, dans une variable locale qui s'appelle listener. J'ai le même warning, c'est juste que c'est moins désagréable à lire. Donc cette fonction prend un élément, mon bouton, le nom de l'événement, le clic, et ici, avec les pipes verticales, une closure, un pipe et des accolades. Donc ce qu'on va faire, pour être tranquille et être à l'aise, on va faire un petit alerte, ok? Point virgule. Et donc là, on s'attend à avoir un petit clic, n'est-ce pas? Ça marche pas. Alors c'est très intéressant. Pourquoi ça marche pas? C'est normal. Normalement, quand vous avez des warnings, vous devrez vous dire: «Il y a peut-être un truc qui marche pas», et ce warning, il va dire, alors je suis désolé là, mon éditeur, il est pas très bon pour présenter les erreurs, hein. C'est très bien d'avoir un terminal à côté pour ça, mais en gros, il dit: «En fait, ce listener, tu l'as pas utilisé. Tu l'as créé, mais tu l'as pas utilisé et ça me semble bizarre». Donc on va revenir sur, cette histoire de gestion mémoire. Donc je vous expliquais que les valeurs, donc ici, listener, ça va être une valeur, elle va posséder quelque chose, OK, et quand ce listener va sortir du scope, donc de mon bloc, de mon if, eh ben, il va dropper la valeur. Et en Rust, il y a un trait, si vous ne savez pas ce que c'est des traits, on va en parler plus tard, mais c'est en gros une interface, mais un peu plus costaud. Un trait qui s'appelle drop, qu'on peut implémenter. L'idée, c'est quand on va dropper une valeur, juste avant, on peut insérer du code. D'accord? Typiquement, l'usage classique, c'est quand on a des ressources qu'on veut relâcher, on ouvre un fichier, on ouvre un WebSocket, ce genre de choses. Sur le close, on veut automatiquement closer la valeur quand on ne l'utilise plus. Alors la différence avec les langages qui ont des trucs comme finalize, ce genre de choses, c'est que là, le code, il est inséré à la compilation. Et on est sûr qu'il s'exécute, à moins que c'est un crash total, mais en gros, il s'exécute. Et donc on peut avoir confiance en ça. D'accord? Et si on regarde la documentation de ce event listener, il y a un joli mot qui s'appelle RAII. Voilà. Ça veut dire Resource Acquisition is Initialization. Vous pouvez oublier le nom de l'acronyme. Et en gros, c'est un système qui va utiliser ce fameux drop pour pouvoir relâcher, faire du comportement sur le drop qui va nous intéresser. Donc en l'occurrence, pour cet event listener, le comportement pour le drop, c'est faire un remove. Ce qui fait que la closure, elle va être relâchée, elle ne va pas traîner en mémoire. Donc ça, c'est super cool. Sauf qu'en fait, là, dans mon code, je m'abonne, enfin, je fais le add event listener, et juste après, je l'utilise plus, donc je fais le remove. Du coup, mon clic, il marche pas. La solution, elle est très très simple. On va transférer l'ownership de listener à quelque chose qui a une durée de vie plus longue. D'accord? Donc ça, c'est typiquement l'expérience Rust. Donc là, c'est un peu dans la douleur qu'on le voit, mais c'est l'expérience Rust typique. Listener, donc dans mon compte, dans mon élément, je vais pouvoir lui donner un attribut. D'accord? Le type, ce sera une option de event listener. Hop, il faut initialiser tout ça. Donc il n'y a pas de nul en Rust, c'est des options. Donc il n'y a pas de nul pointeur exception. C'est agréable. Et du coup, ce listener, c'est cool. On va le balancer. Self. Self, c'est l'équivalent du vis. Je vais lui dire somme de listener. Alors déjà, non seulement j'ai plus le warning, ce qui est le plus agréable pour tout le monde, mais quand je clique, surtout, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est typiquement l'usage classique de Rust. Alors c'est facile, maintenant on a notre clic, on va le commenter, et on va faire nos modifs. Première chose, on modifie notre état interne. Et alors là, on va prendre aussi un mur, un peu méchant, c'est que la valeur count, elle appartient à mon élément, self, et pour faire ça, là, c'est le scope de ma closure, c'est pas du tout le même scope que ma fonction, et je peux pas, c'est forbidden. Alors, je pourrais le transférer, je peux utiliser un mot-clé qui s'appelle move, ici, pour transférer l'ownership. Mais on ne peut pas l'avoir à deux endroits. D'accord? On ne peut pas l'avoir à la fois dans la closure et à la fois dans l'objet. Donc la solution pour faire ça, c'est tricher un peu. Donc tous ceux qui font du Rust
traditionnellement, ils savent exactement ce qu'il faut utiliser, le nom du pattern, c'est courant, on n'a pas de difficulté en fait. C'est juste qu'au début, il faut apprendre à détecter ces situations. Le compilateur râle, hein, il râle pas mal, mais donc je vais vous enlever tout ça parce que sinon ça va être pénible. Il râle, mais il faut apprendre à comprendre le vrai problème et que dans cette situation, il faut utiliser un pattern qui s'appelle l'interior mutability pattern. On veut partager quelque chose à deux sources et en plus on veut le modifier. D'accord? Donc pour faire ça, en Rust, c'est des types qui nous fournissent ces informations. Donc à la place d'avoir un bête entier, je vais avoir un truc qui s'appelle RC, un reference counter. Chaque fois qu'on va le cloner, on va incrémenter un nombre d'utilisateurs. Chaque fois qu'on va le dropper, on va décrémenter. Quand on arrive à 0, on peut relâcher la mémoire. Le principe. Et pour la mutation, on va utiliser un truc qui, dans ce contexte, est une cellule. Voilà. Ça, il faut l'apprendre. Des fois, c'est des types différents. Mais en gros, c'est ce qui nous permet de faire cet interior mutability pattern. Alors, ça a des conséquences dans notre code, évidemment. Donc, notre compteur, on va faire un default, c'est très bien. Ça va prendre la valeur 0 par défaut. Pour accéder à la valeur, on va faire un get, ça c'est pas dur. Et pour mon listener, ce que je vais faire du coup, ici, allez. Ici, hop, je vais créer un clone de mon count en prenant self.count.clone. Alors ce que ça va faire, c'est que ça clone la référence counter, donc c'est pas le même objet. Mais en fait, ils vont pointer au même endroit, donc ça va me permettre de faire la modification. Donc ce count, il est là, je vais pouvoir le transférer, et du coup ici, je vais transférer l'ownership, c'est count, pour récupérer la valeur, je fais un point get. Ici, pour le set, c'est mon count. Hop. Voilà. Et si je fais ça, super. What? Alors, ça marche pas. Pourquoi? Ça marche pas pourquoi? Parce que j'ai bien incrémenté ma valeur. C'est l'effet des mots, mais j'ai oublié de décommenter le dernier bloc de code qui dit je prends mon bouton et je lui modifie son contenu. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas visible. Alors ça va pas marcher non plus parce que mon bouton, c'est une référence. Et en fait, cette fonction, elle veut pas de référence. Je vais pas rentrer dans les détails, mais elle veut pas de référence. En gros, je schématise. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un clone du bouton. C'est des clones, ça prend pas de temps. Hein, c'est des clones de pointeurs. Je sais pas si j'ai le droit de dire pointeur, mais c'est des clones de pointeurs. btn.clone. Voilà, et du coup, c'est btn2 qu'on va passer. Donc là, le clic fonctionne. C'était bête, hein, mais c'était ça. Donc ça, c'était le premier challenge. Pour envoyer un custom event, la seule difficulté, c'est qu'il faut cloner le host. D'accord? C'est le même problème, on ne peut pas passer la référence. Donc on va faire un clone du host. Ça, c'est pas très compliqué. Let host btn. self.host.clone. OK. Donc voilà, ça y est, on a fait notre cœur de code. Il nous reste juste le petit problème qu'on avait laissé de côté au début, c'est comment on fait cet héritage. Et là, je vais sûrement décevoir des gens, mais en fait, on va tricher. On va tricher parce que comme on ne peut pas le faire en Rust, alors par exemple, si on devait faire du code Python, on voudrait créer une classe Python avec des héritages en Rust et tout ça avec Pio3, on pourrait le faire. C'est une possibilité que fournit Pio3, mais Wasm-Bindgen ne sait pas faire ça. Donc si on ne peut pas le faire en Rust, on le fait en JavaScript. On fait une fonction register avec des arguments, le tag que je veux, la liste des attributs et un objet builder qu'on va créer. Et je vais appeler mon custom element define sur le tag et je vais pouvoir créer, peut-être que vous ne savez pas, mais on peut créer des classes sans nom en JavaScript. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait dans le constructeur? On utilise le builder pour créer une instance de mon Rust counter. Là. Et toutes les fonctions de callback, ça fait de la délégation bête et méchante, il n'y a pas trop d'intérêt. Et les attributs, je les ai passés ici. Alors le code, il n'est pas très très intéressant, donc il est ici.
Je vais vous le mettre rapidement. J'ai fait l'idiot, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce code? Ben, j'ai défini externe C pour ma fonction register. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que comme ce n'est pas fourni par le navigateur, il faut que je lui précise d'où vient cette fonction. J'ai créé un singleton qui s'appelle builder que j'expose, et ce builder, ben, il a une fonction, ici, build, qui va juste appeler mon constructeur de countTrustElement. Il ne faut pas oublier d'enregistrer, d'appeler cette fameuse fonction dans notre fonction start. Donc là, normalement, les web composants, ils se modifient et tout, et il y a tout qui fonctionne bien. On fait des incréments pour JavaScript. Voilà. Ça va redémarrer. On fait des incréments. Ah, ça marche pas mal, mais pas exactement la valeur qu'on aimerait voir. Ici, on a un truc avec des termes PTR. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne veux pas trop savoir. En fait, le truc, c'est que on voit bien que c'est du Rust déjà, et on va remplacer notre petit bloc de code pour, au lieu d'afficher la valeur JSON de mon objet, on va afficher en fait juste la propriété count. D'accord? Donc comme ça, on va pas avoir des valeurs toutes bizarres et tout va fonctionner correctement. Voilà. Donc on a fait un web composant full Rust et tout, sans rien. C'était presque simple. Alors c'était un peu pénible peut-être, mais en fait, on a surtout appris à faire du WebAssembly. On a aussi vu les vrais challenges qu'impose Rust pour les, entre guillemets, débutants en Rust. En fait, là, on a vu Rust sur des aspects un peu délicats. Moi, quand je fais du code, j'ai pas, dans les 10 minutes, 3 fois ces genres de problèmes. Je l'ai une fois par jour, 2 fois par jour, mais pas plus. Cependant, il faut quand même l'apprendre et être à l'aise avec. Donc, vous avez un bouquin, Rust, pour faire du WebAssembly. Vous avez les liens. Je vous enverrai les slides. Sur les bibliothèques que j'ai utilisées, c'est des bibliothèques qui sont courantes, c'est la base en fait. Quand on fait du WebAssembly en Rust, on utilise ces bibliothèques. Éventuellement, vous n'utilisez pas Glue, mais par exemple, si vous voulez faire du fetch ou du WebSocket, ça vaut vraiment le coup d'utiliser Glue. Et pour les... Ah, j'ai oublié un truc. Ah, bigre. J'ai oublié un truc très important. Et pour éviter d'avoir des fuites mémoire, hey, il y a tout qui ne marche plus. Les slides sont codés en Rust. C'est vrai, hein, donc c'était Rust et c'était lib. Donc pour éviter d'avoir des fuites mémoire, donc déjà là on évite d'avoir des fuites mémoire parce que quand mon web composant sera plus utilisé, paf, on va dropper la closure, d'accord. Mais en fait dans le disconnected ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est dire self.listener take en gros ça prend la valeur si elle existe et ça la supprime, ça la sort du scope, ça drop et on n'a plus de fuite mémoire. Voilà, excusez-moi. Ça aurait été dommage de ne pas vous dire ça. Non, oui, c'est vraiment, Event Listener nous permet justement d'éviter d'avoir toutes ces fuites mémoire, des choses dont on ne se pose même pas la question JavaScript, on fait du code sale, c'est du JavaScript, c'est normal. Avec Rust, c'est quand même bien de faire des choses un peu plus proprement, et honnêtement, moi, je ne sais même pas bien le faire en JavaScript, je sais pas, voilà, c'est ça qui est marrant. J'ai peut-être pas fait assez dans ma vie. Dioxus. Donc tout ça, c'est bien. Par contre, c'est un peu pénible. On ne fait pas ça au quotidien si on veut faire du web en Rust. Il y a plein de bibliothèques. Il y a plusieurs bibliothèques. Je dirais les deux majeures pour moi aujourd'hui, c'est Leptos et Dioxus. On va dire celles qui fournissent des bibliothèques des composants, un système de composants. Donc moi, j'ai fait du Dioxus. Dioxus, c'est full stack. Ça veut dire qu'on peut faire du desktop, du mobile. Full stack, ça veut dire qu'on peut faire du back-end, serveur, des choses comme ça. Pas obligé, hein, moi j'en fais pas, mais voilà. On peut faire du du rendering server-side rendering. Cross-platform, c'est qu'on peut faire du mobile, du desktop. C'est rapide et c'est complètement typé. Ça veut dire que c'est du Rust, en fait, quand vous voyez ça dans les slides. Normalement, il y a une petite requête, une petite fusée. Ça veut dire que c'est du Rust.
C'est quand même orienté web, hein, donc ça veut dire que quand on dit desktop, ça va utiliser une WebView, ça va utiliser la WebView de Tori, pour ceux qui connaissent Vry, un truc qui s'appelle Vry. Pour l'instant, ça utilise ça. Sur les plateformes mobiles, ça va utiliser les WebView. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien foutu parce qu'il y a un système de rendu alternatif. Donc, et il y a des rendus alternatifs pour faire du terminal UI, pour faire du web natif. Il y a une bibliothèque qui s'appelle Blitz, qui recode un renderer web et tout. Il y a aussi du Skia, par exemple. Il y a Freya, la lib Freya, c'est du Oxus sur du Skia. Donc la maturité de ces renderers alternatifs n'est pas encore top, on va dire, c'est pas production ready. Par contre, ça progresse et c'est intéressant parce que structurellement, ça veut dire que ce framework va pouvoir évoluer avec ces aspects-là. C'est inspiré par React, on va retrouver beaucoup de concepts de React, les signaux, il y a du Virtual DOM. On ne voit pas vraiment le Virtual DOM, mais bon, il faut savoir qu'il y a ça derrière. C'est une boîte qui s'appelle Oxus Lab qui est financée par Y Combinator, c'est un tout petit truc, c'est full open source. Ça veut surtout dire qu'il y a des gens qui sont full-time dessus, qui répondent sur le Discord et tout, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un business model, on verra ce que ça donnera. Mais c'est bien, ça veut dire que ça peut progresser dans le bon sens. Donc, on va faire du code. Doxus, pourquoi il m'affiche? J'aimerais bien avoir plus de place. Hide toolbar, c'est magnifique. Ah. Donc on va aller regarder Doxus. Donc c'est pareil, on a l'outillage CLI et tout. On va aller dans le main. Je vais switcher. Donc j'ai le navigateur, je vais aller sur un autre port. Donc j'ai ce super Hello Doxus. En gros, on lance un composant qui s'appelle application. Ce composant application, il est là. Donc, comme en React, c'est une fonction. D'accord. Ce coup-ci, l'élément qui est retourné, ce n'est pas un élément de Web6, c'est un élément de Doxus. Voilà. On va utiliser à la place du JSX du RSX, c'est une syntaxe curly brace. Et il y a aussi une annotation component qui, anecdotiquement, ici, est inutile, mais elle sert à créer les props à partir des paramètres. Ben, on va faire du Doxus, on va créer un composant compteur. Donc, c'est une fonction, counter, on va commencer doucement, on va lui donner un nom qui est optionnel. Hop, on va retourner un élément. Hop, et on va faire RSX. RSX, donc c'est une macro, on a des macros en Rust, on a plein de macros, c'est cool. Donc on va faire un label. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la valeur name. En fait, on va prendre le name et on va lui dire, en fait, unwrap or default. Si tu es none, si tu n'existes pas, si tu es nul, entre guillemets, tu prends la valeur par défaut, une chaîne vide. Et dans mon label, ici, je vais utiliser le formatage des strings en Rust pour lui dire name. On va pas s'arrêter là, on va créer un bouton. Alors, ce qu'on va faire dans le bouton, c'est qu'on va créer un état interne, notre état, notre compte. Donc pour faire ça, c'est un signal. Count. Donc on va utiliser un truc qui ressemble à un hook, signal. Donc c'est une valeur. Donc moi j'aime bien utiliser, c'est une lambda qui fournit une valeur. Bon, pour des raisons de lisibilité du type, moi j'aime bien faire ça comme ça. Donc je lui donne le type et je lui dis que c'est la fonction default. Donc voilà, à la place d'une lambda, ça marche. Et du coup, dans mon compteur, à l'intérieur, dans le body, je vais afficher la valeur de Kunz. OK. On va utiliser notre compteur. Donc, counter, le name, c'est Toto. Hein. Je suis pas très inspiré. Hein. Titi, allez. Voilà. Donc, j'ai un super compteur. Quand je clique, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Ben, en fait, il va falloir lui mettre onClick. D'accord? L'attribut. Donc ici, je pourrais créer une lambda, etc., mettre des virgules et tout. Maintenant, moi, j'aime pas trop faire ça. J'aime bien créer
ça au-dessus. Je vais let onClick. On va faire un move. On a un événement, mais on s'en fout, donc on va mettre underscore. Et ici, on va prendre notre count et on va faire plus égal à 1. Et normalement, ça marche. OK? Donc, c'est quand même nettement plus agréable. Maintenant, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Parce que ce que je veux, c'est afficher plus loin les événements que je vais envoyer. D'accord? Donc, pour faire ça, je vais aussi, dans mon composant au-dessus, ici, utiliser un état interne. Je vais l'appeler state, hein, use signal. Hop. Donc ici, je vais lui dire, en fait, au début, je vais rien mettre. Après, j'aurai la valeur de mon compteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est une option. Je vais lui dire le type à l'intérieur, un usize. Et je vais dire que c'est default. D'accord? Donc là, il y a plein de syntaxes alternatives si vous voulez, si vous n'aimez pas ma façon de faire, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc là, déjà, on a une état interne. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écrire du code Rust ici. Donc il y a une espèce de. Il y a plein de solutions. Il y a du pattern matching en Rust. On peut faire if let sum de state égale à state. Alors, je ne sais plus trop comment il faut faire. On va essayer comme ça. Donc là, c'est du code Rust. Et ici, on va lui faire du HTML, code, et on va lui afficher le state. OK. Donc c'est pas mal, mais il nous reste notre événement. Comment on fait des systèmes d'événements? Oups. Allez. Donc en fait, c'est un paramètre. On va l'appeler onCount. D'accord? Le type, c'est eventHandler de notre count event. Ah, il va falloir définir. Hein. Struct count event. J'ai mon count qui est usize. Voilà, très bien. Donc c'est pas mal. Alors là, ça marche pas parce que évidemment c'est typé. Hein. J'aurais pu mettre cet événement optionnel, mais je l'ai pas mis optionnel. Ce qui m'oblige ici à lui dire, en fait, fais quelque chose sur une count. Là, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais définir sur une count un peu au-dessus. Count. C'est aussi un event listener. Je vais faire un move. Ce coup-ci, mon événement, il m'intéresse. Voilà, c'est un count event, le typage med. Je vais dire que c'est un count event. Je vais prendre mon state et je vais lui setter la valeur en disant c'est somme de mon event.count. Alors peut-être qu'il ne va pas marcher, on va voir. Non, il ne marche pas, il n'est pas content parce que, en gros, il me dit que ce serait bien de typer ça. Bon, bah tant pis, on le type. Hein. Count event. Voilà. On est guidé par le compilateur. Hein. Donc c'est pas mal. Et pour que ça fonctionne, évidemment, il faut envoyer l'événement. D'accord? Donc quand je clique, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends mon onCount. onCount. J'appelle la fonction avec un count event qui vaut count. On va lire la valeur de count. Oups. Donc normalement, quand je vais cliquer, on a bien un entier. C'est un peu petit, mais voilà. Donc, ce qui est important de comprendre là, même si vous n'avez pas vu tous les détails, c'est qu'on est très proche de choses qu'on fait dans du React et on a une expérience de développement nettement plus agréable que ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, moi, je ne veux pas faire ça. Ce que je veux, c'est un web composant. Donc, Jocus, c'est très bien, ça me permet de faire un truc qu'on va monter dans un site web, c'est super. OK. Donc, web composant, je dis, j'ai même plus besoin de main, alors je vais le garder pour des raisons de ralage de compilation, et mon application là, hop, au revoir. C'était juste pour la démo. Ce web composant, il va vouloir envoyer le count event. Donc pour ça, il n'y a pas de secret, je suis obligé de l'exposer dans le monde JavaScript. Wasm bindgen, on l'a déjà vu. Ah, il faut l'importer.
évidemment. Mon composant, on va le transformer en un web component. C'est pas très dur. Web component. Il faut aussi importer. Ça vient d'une bibliothèque qui s'appelle Dioxus Web Component. Là, ça ne marche pas. Alors c'est intéressant parce que en JavaScript, on a les erreurs au runtime en général. Là, il nous dit en gros, en fait, j'ai essayé de créer un web component, mais le nom, il va pas. Parce que un web composant est obligé d'avoir un tiret. Il y a certaines réglementations, limitations sur les noms des web composants JavaScript. À la compilation, là, il nous dit, ça va pas, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? On peut paramétrer tag, notre web composant, pour lui dire, le tag que tu vas utiliser, c'est ça. OK. Au passage, on peut lui donner le style. Donc, on peut lui faire injecter le style en lui disant, on va prendre le contenu du fichier qui s'appelle counter.css. Une chance sur deux de y arriver. Enfin, si c'est le mauvais fichier, ça ne compile pas. Et voilà. Et il reste un tout petit truc à faire. Ne jamais oublier, il faut enregistrer les web composants. Donc, web component, wasn't binding, excusez-moi. Je m'y perds. Start. Fn start. Et la macro web component va générer le register counter ici. Donc là, j'ai mon web composant. Bon, il faut que dans mon code HTML, j'affiche mes composants. Et dans mon TypeScript, que j'importe mon loader de WebAssembly, que je l'appelle, et quand c'est loadé, je fais joujou avec mon web composant. J'ai mon web composant, quand je clique, ça marche. Voilà, tout est fini. Et voilà, donc c'est nettement plus agréable à faire, évidemment, que en brut, on va dire en natif Rust WebAssembly. Donc avec Dioxus, on a quand même une bien meilleure développeur expérience, mais il y a une courbe d'apprentissage à rajouter avec celle de Rust que vous avez déjà eu avant. Maintenant, si vous êtes déjà familiarisé avec du React, c'est pas si dur que ça, en fait. Mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne, Dioxus. La bibliothèque Dioxus Web Component, ça nous permet de faire, ça nous permet, alors on va pas utiliser l'outillage Dioxus fourni pour, on peut l'utiliser pour faire le live code, mais à la fin, on va utiliser WasUnpack, ça va nous produire le WebAssembly, on publie ça sur NPM, ça marche. Pas besoin de savoir en quoi c'est codé. Cette bibliothèque, c'est moi qui l'ai créée. Il y a des limitations. Vous avez été invité à venir, contribuer si vous voulez, bien sûr, ou faire autre chose. Grosso modo, ça nous masque une grande partie de la complexité de tout ce qui est pénible. On n'a plus ces event listeners, on n'a plus tous ces trucs-là, on n'a plus ces castes à faire. Enfin, on en a beaucoup moins, on va dire. Donc, c'est quand même quelque chose qui valait le coup d'être vu. Conclusion. J'ai débordé. Alors, on peut faire des web composants en Rust. C'est même super cool, ça marche. Tout ce qu'on a utilisé, c'est là depuis Mathusalem, hein, pour le web, c'est il y a 5 ans. En gros, si vous n'avez pas Internet Explorer, ça marche. Je schématise. Rust, c'est absolument génial comme langage. Ça apporte une sécurité sur le typage. Bon, c'est vite, mais à la limite, moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est que ça me permet de faire les choses proprement, sans fuite de mémoire, un truc sérieux. Par contre, l'écosystème, il est encore un peu léger. Quand je dis léger, c'est pas sur la qualité des bibliothèques. Il y a des bibliothèques qui sont en cours de développement, qui sont pas production ready. Pas de problème, on le sait. Par contre, les bibliothèques, par exemple, de composants pour faire des matériels, des vues matérielles, en fait, ce genre de choses, ou autres, elles sont pas vraiment présentes, ou elles sont un peu embryonnaires. C'est des initiatives individuelles qui sont pas souvent allées au bout, qui sont peut-être buggées, qui n'ont peut-être pas été maintenues. Donc, il faut comprendre qu'il y a un petit peu d'aventure là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est la vraie bonne question. Et malheureusement, comme beaucoup de bonnes questions, il n'y a pas de réponse absolue. Quelque chose qui peut mettre sur, si on ne veut pas le faire, qui peut mettre sur la piste, c'est la taille des bundles générés.
Alors ça me gêne de montrer ça parce que c'est complètement faux. Ça c'est enfin c'est complètement faux. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce truc-là, mais en gros, le JavaScript qui est buildé, il contient aussi les petites phases de bootstrap JavaScript qui servent à loader le WebAssembly. Donc la valeur est pas vraiment valable. Pour la partie pure Rust, c'est quand même très léger, donc là on n'a pas trop d'inquiétude. Par contre, pour Dioxus, c'est 400 kilos. En fait, il y a plein de dépendances, à chaque fois ça va se transformer en du code et tout. Concernant cette valeur, ce qu'il y a des choses intéressantes à dire, c'est que d'abord, la croissance de ça n'est pas trop linéaire. Les slides, ils font 600 kilos à peu près, pour vous donner une idée, l'ensemble de tous les slides. Ce qui se passe, c'est que là-dessus, je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir le downloader, ok, mais ce sera plus rapide à parser, ce sera plus rapide à compiler que le JavaScript. Le JavaScript est compilé, hein, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais oui, le JavaScript aujourd'hui est compilé. Et donc du coup, c'est difficile à bien évaluer. Maintenant, si vous avez 25 bibliothèques qui sont codées en Rust, si vous ne les avez pas, on va dire, unifiées dans un gros paquet, vous risquez d'avoir 400 kilos à chaque fois, ça reste un peu compliqué. Donc, typiquement, je crois que Figma, ils font du WebAssembly, je ne sais pas si c'est du Rust, sûrement du Rust un peu dedans, mais peut-être pas tout. Et je crois que c'est 20 mégas, alors, à peu près, c'est un ordre de grandeur. Évidemment, il faut le downloader une fois, donc ça a des conséquences. Okay. Les pour et les contre, donc si vous ne connaissez pas Rust, je ne suis pas sûr que c'est une très bonne idée d'attaquer directement le web, parce qu'en fait, vous allez cumuler plusieurs difficultés. Les difficultés déjà en Rust qui sont déjà suffisamment complexes, qui mettent du temps avant d'être digérées. Maintenant, ce serait dommage d'abandonner. En fait, si vous voulez faire du Rust, il faut comprendre que ça va vous prendre du temps avant d'être à l'aise avec. Voilà, il faut se donner du temps. C'est pas si dur que ça, les concepts sont pas durs, c'est la mise en place qui est pas évidente. D'accord ? Donc si vous aimez du typage fort, ça vaut vraiment le coup de se mettre à Rust. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de typage fort, je ne vous veux pas dans mon équipe, mais je pense que vous n'avez pas besoin de Rust dans ces cas-là. L'écosystème, c'est un peu l'aventure. Il faut être prêt à redévelopper des briques qui sont hyper courantes dans du JavaScript. Par contre, c'est aussi fun, ça. Voilà. Et aujourd'hui, je considère qu'il faut un peu plus de temps pour moi, par exemple, pour faire un projet un petit projet, genre un POC, le faire en Rust, c'est un peu challenge. Ça va être un peu compliqué. On ira beaucoup plus vite en JavaScript. Par contre, j'ai envie de dire, si mon projet il dure plus d'un mois, en gros, je vais y gagner avec le Rust. Parce que j'ai du typage, je vais avoir tellement de bugs en moins, je vais avoir tout le refactoring, voilà. Et puis je vais être heureux de développer, surtout ça c'est important. Et non, mais voilà, donc pour moi, ça va dépendre de chaque personne, de plein de choses, mais pour moi, en gros, ma limite, c'est moins d'un mois, je serai plus productif en TypeScript, plus d'un mois, je serai plus productif en Rust. Il y a quelques temps, il y a quelques années, je ne croyais pas du tout au développement front-end en Rust. J'ai complètement changé d'avis. D'abord, il y a des frameworks web qui sont intéressants. Vous en avez vu un, il y en a d'autres. Mais de façon générale, le monde UI, on va dire Rust, il est en train de se consolider. Il y a des briques qui sont utilisées à plusieurs endroits. Il y a, par exemple, je crois, dans Chrome, je ne crois pas que ce soit en défaut, mais il y a le renderer de font qui est codé en Rust. Il y a un truc qui est codé en Rust dans Chrome par Google. Il y a des bibliothèques qui sont très très intéressantes, qui sont des fois pas matures. Il y en a qui sont très matures. Je pense ceux qui utilisent des laptops système 76, ils ont des trucs avec du iRust. Il y a un énorme potentiel. Je ne sais pas, vous regarderez sur vos ordinateurs toutes les applications qui font du Electron. Docker, Spotify, Slack, etc. Si on pouvait avoir des trucs un peu plus légers, ce serait pas mal, un peu plus performant, un peu moins buggé, ce serait cool. Donc, soit vous attendez un peu que tout ça, ça tombe, ça arrive, soit moi je vous invite plutôt à contribuer, c'est valable, hein, on peut attendre que l'écosystème soit stabilisé et très riche. Maintenant, c'est tellement plus fun de venir contribuer, donc je vous invite à essayer. Si cette présentation vous donne envie de créer votre propre librairie de web composants, c'est pas si dur que ça, vous avez toutes les briques dans cette présentation pour savoir comment il faut le faire. Voilà. Et je serais très content d'avoir donné cette envie. Vous avez
les slides, c'est sur Jux Summercamp, parce que je sais pas, j'étais pas très bien inspiré sur les noms quand j'ai créé les slides. Le code des slides et le code de ce que vous avez vu est disponible sur GitHub. J'essaierai de vous copier les liens aussi sur Meetup. Voilà, merci. Vous avez des questions? Je crois que je vais aller. Oui, une question. En fait, ton état, il va se retrouver, soit c'est un état interne, il va se retrouver dans un signal. D'accord? Mais tu peux avoir des états, tu peux avoir des providers qui vont te fournir un état au-dessus de ton composant. Comme en React, je pense que ça existe. En fait, je ne suis pas trop expert en React, hein, mais en gros, tu peux avoir ça, tu peux même avoir des choses globales. OK? Et honnêtement, si vous voulez faire des états globaux, il vaut mieux les faire en Rust. Voilà. On peut faire use global signal, ça crée un signal global qui est utilisé typiquement pour le thème de votre site, si c'est dark ou light, je crois, par exemple, des choses qui peuvent se faire. Moi, j'ai déjà fait comme ça. Voilà. Donc, on peut le faire. Après, est-ce que c'est la philo des web composants? Je ne sais pas. Ouais. Bon. Mais c'est tout à fait possible. Ouais. Puis vous pouvez avoir des singletons aussi. Moi, souvent, mes API, je les design quand je fais des appels back-end, je fais avec un singleton, c'est plus simple. Évite de se casser la tête. Bonsoir à tous et toutes. Je vous laisse finir vos petites conversations. Donc merci donc de rester avec moi pour cette deuxième partie de soirée qui s'appelle Les traits saillants de Rust. Je m'appelle Julien Fexo, je travaille chez Soprasteria. Voilà. Donc les slides, j'ai tenté un truc, je les ai fait dans MDBook, qui sont disponibles. Du coup, vous avez l'URL ici. Donc s'il y a des erreurs, elles sont en ligne sur l'internet, les internets. Donc rapidement, ça va être à la fois plus simple techniquement que celle d'avant et peut-être plus dur aussi parce qu'on va creuser, on va aller creuser dans des notions. Alors j'ai déjà donné cette conférence une fois, elle a duré 1h30, je me suis arrêté au bout d'1h30, donc je vais mettre un compteur, voilà, clac, comme ça on ne sera pas en retard pour l'apéro. C'est parti. Donc le but de cette présentation, ce n'est pas, de vous vanter les mérites de Rust. Donc pour rappel quand même, je l'ai redit. Donc la performance, la robustesse, la productivité, donc c'est ce qui est vendu quand vous allez sur le site de Rust. Donc, performance, le back-end de compilation, c'est LLVM, donc concrètement, on est sur les mêmes performances que vous pouvez atteindre avec C ou C++. Après, il y en a qui pinaillent, et ça dépend honnêtement des implémentations qu'on trouve dans les bibliothèques standards. Robustesse, donc Igor l'a dit juste un petit peu, c'est un langage qui apporte énormément de garanties à la compilation. Alors, il n'élimine pas le problème qui est entre la chaise et le clavier, mais il en a mis quand même beaucoup d'autres dès la compilation, et productif parce que c'est un compilateur qui va beaucoup vous aider une fois que vous aurez appris à discuter avec lui, à dialoguer avec lui, plutôt que de balancer des trucs sur votre écran. Donc le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus d'apprendre l'exhaustivité des bases du langage. Typiquement, juste avant, on a vu des trucs passer, alors ça allait vite, mais des patterns matching un peu sympas avec des if et tout, on peut faire plein de choses très très jolies en Rust. On va pas aller dans ce niveau de détail, je vous invite à aller creuser au cas par cas quand vous avez des besoins. Il y a beaucoup de façons assez sympas de faire, d'écrire du joli code, entre guillemets. Par contre, voilà, le but, ça va être plutôt de vous aider à vous approprier le langage. On va vous donner des petites pistes, ou en tout cas des façons de comprendre pourquoi le compilateur vous engueule. Parce que voilà, l'expérience pour ceux et ceux qui ont déjà tenté de faire du Rust et qui sont arrêtés, initialement, on s'est quand même beaucoup grondé par le compilateur en Rust. J'ai vu un terme cette semaine qui m'a fait rire, c'était CEDD, pour Compilation Error Driven Development. Voilà, donc c'est typiquement ça. Donc l'expérience de base en Rust quand vous commencez, c'est que ça compile juste pas en fait. Donc vous n'arrivez jamais à faire un truc qui affiche un hello world. Enfin, le hello world quand même, normalement vous y arrivez. Donc l'ambition de ce talk là, alors on va pas tout présenter évidemment comme je l'ai dit, mais on va sauter dans quelques parties intéressantes, c'est de vous faire comprendre un petit peu des mécaniques qui sous-tendent le langage, et notamment via son système de typage, parce que comme on vient de le dire, Rust est un langage fortement typé, et c'est notamment via des traits, donc les traits c'est un type en particulier dans le langage, qui vont permettre
au compilateur de vous apporter toutes les garanties et toute la performance dont il se targue. Donc, c'est parti. Donc, pour la postérité, j'ai fait quelques exemples avec un chat. Donc, ceci est mon chat. Il s'appelle Mépoil, il a 2 ans, voilà, en plein effort. Et donc, un chat en Rust, pardon, ça peut ressembler à ça. Je vois que les couleurs sont pas ouf, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'un chat. Donc, une structure en Rust, on en a vu pas mal juste avant, ça ressemble à ça. Donc, ça se déclare avec le mot-clé struct. Rust n'est pas un langage objet, c'est un langage. Enfin, il y a plein de paradigmes différents, mais pour le coup, il n'est pas objet. Donc, on manipule des structures de données qui peuvent être agrégées, mais il n'y a pas d'héritage. Donc voilà, rapidement, on passe vite. On nomme les structures de manière générale en upper camel case. Après, tout le reste est nommé en snake case en Rust. Donc là, par exemple, on a un champ âge, un champ nom dans notre chat qui est public. Donc on l'a vu aussi, et là-dessus, j'ai juste mis un petit pub pour vous montrer que ça existe. Mais je ne vais pas rentrer dans la visibilité. Pareil, si vous voulez aller voir ça, les private public, etc. en Rust, allez voir la documentation, c'est pas le plus difficile. Et donc on type nos valeurs. Donc ici on a un U8, c'est un entier 8 bits non signé, donc en octet quoi, entre 0 et 255, et un string qui est le type UTF-8, chaîne de caractères. Donc toute la partie mutabilité et notamment mutabilité interne-externe, je vous l'épargne. Donc on en a parlé juste avant et c'est un truc qui est assez compliqué. De manière générale, la mutabilité interne, c'est pas facile à prendre en main, c'est pas facile à manipuler non plus dans le langage. Donc quand vous commencez, pro type, ne le faites pas. Il y a d'autres façons de l'écrire qui vous permettront d'arriver à vos fins. Et bon, effectivement, il y a des cas où vous êtes obligé de sortir des refs et compagnie. Et bon, ben là, c'est parti, quoi, attachez vos ceintures. Donc on va sauter directement à la partie ownership dont on a parlé un petit peu avant. Et on va rentrer vraiment dans le détail et essayer de comprendre tout ce qui se cache derrière la syntaxe de Rust par rapport à ça. Donc en Rust, on peut posséder une variable, enfin des variables, on manipule évidemment des variables, et donc on peut posséder par exemple une instance de chat. Donc c'est comme ceci que ça s'annote, voilà, avec le type tout simplement. On peut donc également posséder une variable qui va être une instance mutable de chat, donc c'est un autre type, enfin c'est une autre façon de posséder la variable, une valeur, c'est-à-dire que cette fois-ci on a le droit de faire des trucs au chat. Alors que juste avant, normalement, on ne peut pas toucher au chat, on l'a, mais on n'y fait rien. Et après quoi, donc il y a une notion de référence. Il n'y a pas forcément, enfin, quand vous faites du Rust safe, il n'y a pas de pointeur. Donc tout ça, c'est caché pour vous. Mais il y a une notion de référence immutable et mutable qui vont être globalement des niveaux de visibilité. Enfin, en gros, et je l'explique juste en dessous. Donc une référence immutable, c'est comme ça que ça s'annote avec le petit hyperluette, une référence mutable comme ceci. Donc pour comment dire, imager tout ça et que vous compreniez un petit peu cette notion d'ownership, on va le dérouler ici avec les différents niveaux des différents types de syntaxe. Donc la première fonction que j'ai à ce niveau-là, voilà, qui prend en paramètre le type chat. Qu'est-ce que ça veut dire quand je fais appel à cette fonction? C'est que, imaginez que physiquement je tiens mon chat, je l'ai dans les bras. Et donc quand j'appelle cette fonction doSomethingTo, eh bien je vais donner mon chat à cette fonction. C'est-à-dire que je vais transférer la possession du chat, c'est-à-dire que le chat, c'est plus moi qui l'ai, c'est la fonction qui l'a maintenant. Moi, je ne l'ai plus, et c'est tout. En revanche, mon chat ici, vous voyez qu'il n'y a pas le mot-clé mute, donc la fonction qui prend possession du chat, elle ne pourra rien lui faire normalement, mais moi, je ne l'ai plus. Il n'y a qu'un seul chat, je l'ai donné, c'est fini. Et donc, il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'une seule entité à tout moment en Rust qui a le droit d'avoir la possession du contenu d'une variable. Donc là, typiquement, mon chat, c'est plus moi qui l'ai, c'est la fonction. Si j'avance, donc là c'est exactement pareil, mais cette fois-ci, je donne mon chat et cette fonction, elle a aussi le droit de faire des trucs à mon chat. Voilà. Mais concrètement, c'est la même chose. Et après, là, c'est là qu'il va y avoir deux autres petits cas. Donc il y a ce premier cas qui va être l'observation, c'est-à-dire que je vais donner une référence, je vais passer en fonction en paramètre de la fonction, une référence à mon chat. Donc là, imaginez que je ne donne pas mon chat en fait. Mon chat, je le montre à la fonction. Donc la fonction en question, elle aura le droit de voir mon chat, mais j'en garde la possession. C'est moi qui l'ai. Et donc la fonction, elle a le droit de regarder le chat. Elle a le droit de consulter tout ce qui va être read-only dans mon chat, appeler des méthodes read-only aussi sur mon chat. Mais elle ne pourra pas le modifier, elle peut que l'observer. Et là, pour le coup, mon chat il est plutôt mignon, vous l'avez vu, donc je peux vous montrer à tous, et vous avez tous le droit de le voir en même temps. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est également vrai en Rust, c'est-à-dire qu'une référence comme celle-là,
elle peut être partagée à plusieurs viewers, en tout cas ou plusieurs lecteurs, il n'y a pas de problème. Notamment dans des contextes multithreadés par exemple, eh bien, Rust va vous garantir que quand vous manipulez des références comme ceci, immutables, il n'y a pas de problème. Une référence mutable, en l'occurrence, c'est du leasing un peu. C'est-à-dire que je vais prêter mon chat. C'est-à-dire que quand je vais faire appel à cette fonction ici avec une référence mutable, donc c'est-à-dire que je vais donner je vais prêter mon chat à la fonction, et la fonction elle aura le droit de faire des trucs à mon chat, donc elle prend temporairement, on va dire, la possession du chat, mais à la fin elle me le rend. Donc l'ownership de mon chat, il va être transféré à la fonction, et enfin il va pas forcément, on peut dire comme ça, on peut le comprendre comme ça, il va être transféré à la fonction, et la fonction elle aura le droit de faire ce qu'elle veut avec mon chat, mais après elle me le rend. Voilà. Et là pour le coup, un petit peu comme tout à l'heure, hein, il n'y a qu'un seul chat par défaut, donc quand j'ai donné le chat à ma fonction, ben, je ne l'ai plus, et donc il ne peut y avoir qu'une seule personne qui possède une référence mutable à mon chat. Voilà. J'espère que vous avez compté le nombre de fois que j'ai dit chat. Voilà. Donc, mais c'est important parce que finalement, ce rapport physique, voilà, de je transfère un élément physique à une fonction ou à un scope en l'occurrence, c'est exactement comme ça que fait le compilateur pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de faire des bêtises avec vos variables. Donc si on décline cet exemple avec du vrai code, entre guillemets, on va presque pouvoir exécuter. Donc on a notre structure avec notre chat qui a un âge, comme tout à l'heure. Et là, donc, avec le petit mot-clé imple, comme on l'a vu très très vite aussi juste avant, on peut venir attacher des fonctions à un type. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle les méthodes dans un langage objet. Que, par exemple, cette fonction new, donc là aussi on l'a vu juste avant, c'est l'équivalent d'un constructeur. Enfin, en tout cas, c'est la syntaxe par défaut, où on va dire, sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord pour définir un constructeur en Rust. Eh bien, donc c'est une fonction qui va prendre l'âge en paramètre, en l'occurrence, et qui va retourner le type self, c'est-à-dire 4 en gros. Ça, c'est juste pour me faire mousser, j'aurais pu mettre 4. Et qui retourne un chat avec l'âge qui va bien. Donc cette fonction, en fait, c'est l'équivalent en Java d'une méthode statique liée à un type. Que quand je vais vouloir l'appeler, ça se passe comme ceci en dessous. Je peux l'appeler directement lié au type. Voilà. Je peux avoir d'autres types de fonctions, comme celle qu'on a vu qu'on a jusqu'ici, qui prend en paramètre une référence à self. Et donc self étant l'équivalent de this, comme on l'a dit encore une fois juste avant. Là, du coup, pour ceux qui ont déjà fait des méthodes en Python, ça va vous parler un petit peu. Quand on déclare des fonctions en Python qui sont dans une classe et qu'on va en faire une méthode, eh bien, on est obligé de dire que c'est une fonction qui prend self en paramètre. Parce qu'en paramètre, là, explicitement, le langage va vous demander de décrire quel est le type de l'instance que vous voulez prendre en paramètre. Donc cette fonction, elle va être appelable. Donc typiquement, c'est âge, vous voyez. Hop, je l'ai ici. Elle va être appelable sur une instance de chat, pour le coup, et elle va consommer en paramètre par défaut, en premier paramètre, une référence à mon chat, une référence immutable. Donc cette fonction âge, en gros, c'est un getter, quoi. Voilà. Et donc elle retourne l'âge. Donc là, pareil, c'était juste pour passer très très vite dessus, mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas de return, il n'y a pas de point virgule, c'est parce que les scopes en Rust, on peut faire des trucs un peu sympas comme ça. C'est-à-dire que le dernier statement du scope compte comme la valeur de retour, en l'occurrence ici. Donc sur ce scope, il est typé avec une valeur de retour 8. Bon, c'est un détail. Troisième type de méthode, voilà, j'ai une méthode birthday, donc pour finalement souhaiter un bon anniversaire à mon chat. Celle-là, elle prend une référence mutable à mon chat, et donc là, cette fois-ci, j'ai le droit de modifier mon chat, comme je disais tout à l'heure. Donc cette fonction, elle prend possession du chat, elle incrémente son âge, et elle le rend. Pareil, ça s'appelle exactement pareil. Et enfin, et alors c'est là que je voulais en venir finalement, parce que jusque-là, ça va normalement, tout le monde a compris. Il y a un truc hyper intéressant ici, et qui est unique pour le coup à ce langage, vous ne le retrouverez pas ailleurs. Cette fonction, explode, elle prend en paramètre le chat. Self, c'est le chat. Voilà. Donc cette fonction explode, quand je l'appelle, elle prend le chat et elle ne le rend pas. C'est-à-dire que là, elle ne le retourne pas, elle n'en fait rien. Donc ce qui se passe, c'est que concrètement, elle va prendre l'ownership du chat, et dans la foulée, à la fin de ce scope, le chat est détruit. Désolé. Et donc si j'exécute ce bout de code, hop, juste en dessous, il y a une petite fonction main qui fait un new, un age, un birthday, et qui explose mon chat, enfin, qui raffiche son âge. Vous voyez que ça fonctionne. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que... Alors là où ça devient intéressant. Donc déjà, en fonçant une porte ouverte, si j'essaie de faire un truc avec mon chat alors qu'il vient d'exploser,
c'est complètement logique, mais en code, vous aurez pu vous attendre à ce que je puisse continuer à faire des appels sur ma variable myCat, et qui est ici. Et bon, en l'occurrence, le compilateur n'est pas content parce qu'il va vous dire, voilà, un borrow of moved value, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon chat, il a été déplacé, sa possession a été transférée à la fonction explode, et du coup, j'ai plus le droit de m'en servir. Voilà, ciao. Donc ça compile pas parce que c'est incorrect en réalité. C'est-à-dire que sinon, ça veut dire que mon chat est à 2 endroits, et je ne l'ai pas typé chat de Schrödinger, donc désolé, voilà, ça ne marche pas. Donc hop, voilà pour ça. Autre chose, dans ce petit exemple qui est assez simple, qui est intéressant et important à comprendre, on reviendra dessus après. Mais ici, ce que je fais, c'est que je crée une instance de mon chat, et donc le contenu de ma variable myCat, c'est mon chat. Donc dans myCat, il y a mon chat. Maintenant, quand je fais cette affectation ici, mon chat, il est transféré de ma variable myCat à ma variable also myCat. Donc ça veut dire que le chat, physiquement, vous le voyez là, j'ai les deux variables, il passe de là à là. Donc dans myCat, il n'y a plus le chat, concrètement. Donc ce qui fait que si j'essaye d'appeler des méthodes sur mon chat, enfin la variable d'avant du coup, il faut suivre, j'ai encore une fois dit beaucoup de chats, j'aurais peut-être dû faire autre chose, mais c'est pas grave. Et bien, encore une fois, ça ne va pas fonctionner, parce que, et donc même erreur, on a donc un borrow, alors j'ai pas la coloration syntaxique, mais en vrai c'est sympa, normalement, quand le compilateur Google dessus. Borrow of moved value, encore une fois, c'est-à-dire que mon chat qui est ici, il va vous, si vous seront dit toutes les erreurs, vous aurez le détail complet. Ma valeur qui est ici, elle a été moved, et donc j'ai pas le droit de la rappeler dans ma ligne juste après. Voilà. Mon chat est en vie, je vous rassure. Donc une fois que j'ai dit ça, on a finalement expliqué tout le concept d'ownership en fait, donc c'est pas plus compliqué que ça, mais vous voyez que ça amène à des choses qui sont inédites finalement par rapport à d'autres langages, parce que dans d'autres langages, j'aurais pu continuer à utiliser ma myCat par défaut, potentiellement. Enfin, d'ailleurs, dans tous les coups. Il n'y a pas de langage à ma connaissance où j'aurais pas le droit de continuer à faire des trucs avec mon chat après. Ok, je pense que ça va jusque-là. Je vous sonde du regard. Est-ce que si je ne vois pas qu'il dorme pour l'instant, on continue. J'en viens aux traits, parce que ça s'appelle quand même les traits saillants de Rust, donc je vous ai vendu des traits. On va parler un peu de traits. Un trait, c'est quoi? Donc en gros, vous avez la définition officielle, entre guillemets, que j'ai traduite quand même, mais qui est dans le Rustbook, donc qui est la Bible. Hein. Si vous voulez apprendre Rust, il faudra à un moment donné passer par la lecture du Rustbook, mais voilà. Mais en gros, un trait, donc c'est quoi? C'est une abstraction qui permet de mutualiser des comportements qui sont partagés par différents types. Si on fait la transposition de ça, c'est qu'en gros, c'est une interface. C'est-à-dire que c'est une description d'un certain nombre de fonctions que vous pouvez appeler, et ces fonctions, elles vont être implémentées sur différentes structures. Donc on n'a pas d'objet, mais donc vous pourrez avoir plusieurs structures différentes qui implémentent un même trait, et donc qui auront un comportement commun. Exemple de comment on définit un trait. Donc ça, là non plus, normalement, vous n'allez pas sauter au plafond. On a donc le mot-clé trait. On peut créer un trait, voilà, comme par exemple pet pour les animaux de compagnie. Et donc ce trait, il demande à avoir une fonction species qui est implémentée et qui fait, voilà, qui prend une instance de la structure de données qui implémente ce trait, qui va retourner une chaîne de caractères. Donc là, le chat, vous le connaissez déjà. L'âge, vous l'avez aussi. Comment on implémente un trait? C'est aussi bête que de réutiliser finalement ce mot-clé imp pour implémenter. Et j'implémente le trait pet pour mon chat. Et je donne l'implémentation concrète de ma fonction, enfin, de ma méthode du coup. Et après, ça fonctionne. Pardon, si je l'appelle, vous l'avez ici, là, hop. Ça, normalement, pareil, encore une fois, il n'y a pas de miracle. Et voilà. Alors, un trait, les traits, il y a d'autres choses dans les façons dont on peut écrire les traits, et d'autres différences par rapport à ce qu'on peut faire avec des interfaces, par exemple en Java. Notamment un trait, par exemple en Rust, ça a le droit d'avoir une implémentation par défaut au niveau du trait. Donc ça peut jouer l'équivalent de classe abstraite dans l'idée. Et les traits, donc en Rust, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et à la fois pas beaucoup. Ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est ce sur quoi on va arriver maintenant. Donc je vais pouvoir fermer ça, ça sera plus joli. Normalement, maintenant, je déroule tout droit.
c'est donc un certain nombre de traits qui sont vraiment à la base et dans les fondements du langage. Donc ici, vous avez les traits qu'on retrouve dans les préludes. Les préludes, c'est quoi? C'est des importations qui sont faites par défaut par le compilateur. C'est-à-dire que quand vous créez un fichier en Rust vide, sans aucun import, vous importez rien de quoi que ce soit de la bibliothèque standard ou quoi, et bien le compilateur, en fait, il injecte quand même les préludes. Et donc tout ça, vous l'avez par défaut tout le temps. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est ce qui sous-tend le langage, et donc sans ça, ça marche juste pas. Donc il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a, voilà, 26, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, je trouve. C'est étonnamment élégant. Et donc Rust est un langage élégant, je trouve. Donc voilà. Et on va les retrouver donc ici. Ceux qui sont en gras, c'est ceux que j'ai explicités et qu'on décrit de manière très extensible dans les slides qui suivent. Je sais pas jusqu'où on ira. Honnêtement, on n'aura pas le temps de tous les voir, mais c'est pas grave. J'espère que déjà, si on fait les deux premiers, c'est cool. Si on arrive jusque-là, c'est la fête. Et alors après, bon, non, après, c'est pas possible. Mais en gros, c'est quoi ces traits? Donc, si on prend ceux qui sont dans ce module V1, Send, Sync, Unpin, c'est des traits qui sont liés à la gestion du trading notamment. Donc, enfin, bref, voilà. Ça sert à expliciter un certain nombre de comportements par rapport aux structures. Sized, comme son nom l'indique, c'est un trait qui s'applique à des structures qui ont une taille. Parce qu'il y a des types, comme un trait par exemple, qui n'a pas de dimension. Et donc, c'est important pour le compilateur, qu'on va le voir juste après, de savoir dimensionner un certain nombre d'éléments. Clone copy, j'en parle pas parce qu'on en parle juste après. Default, c'est l'équivalent d'un constructeur par défaut en Rust. Ou une implémentation par défaut d'un constructeur par défaut. Enfin, ça vous permet de facilement créer une structure à vide, voilà, sans avoir à implémenter, à lui dire ce que c'est qu'une structure à vide. Donc, concrètement, il va vous mettre des zéros dans les entiers, des chaînes vides, etc. Il y a quelques traits, voilà, egg-hord qui sont liés, et partial egg, partial hord, qui sont liés aux notions d'égalité et d'ordre. Donc, c'est tout simplement ce qui se passe. Et ce sont les fonctions qui sont dans ces traits, qui sont appelées quand vous faites un égal-égal ou un inférieur ou supérieur dans le langage. Ici, vous avez quelques traits fn, fnmut, fnons. Alors, si vous avez eu les yeux bien aiguisés, vous en avez vu passer dans la présentation juste avant. C'est les traits qui sont liés à tout ce qui est higher order function. Donc, c'est les types qui se cachent derrière les lambda et derrière les fonctions. Quand vous voulez passer une fonction en paramètre d'une fonction, son type, c'est fn ou fnmut ou fnons en fonction de la flavor. Mais voilà. Drop, on en a parlé juste avant, effectivement, c'est un trait ça va être un trait que vous pouvez implémenter en plus et qui sera appelé au moment de la destruction de vos objets. Donc, si on y arrive, c'est cool et vous le verrez à l'œuvre, mais je pense pas qu'on ait le temps. Bon, itérateur, pareil, vous voyez le truc. Donc, ça cache un petit peu comment fonctionnent les boucles, notamment. Et après, bon, un certain nombre de trucs pas très intéressants, du coup, sur des conversions. C'est juste pour vous aider à fluidifier votre écriture du langage. Il y a d'autres traits qui sont cool, notamment display. Debug aussi, qui est vraiment très bien. Alors, debug plus que display, d'ailleurs, il est plus cool, je trouve. C'est quoi display? C'est ce qui se cache derrière ce petit placeholder. Quand vous avez ce placeholder comme ça tout vide dans les chaînes de formatage Rust, il fait appel à la fonction de formatage qui est dans le trait display. Donc, tous les types qui implémentent display peuvent être utilisés comme ça assez facilement dans les println. Debug, c'est pareil, sauf que vous allez pouvoir mettre 2 points d'interrogation dans ces accolades et ça va vous permettre d'afficher une version de debug de votre structure. Et ce qui est intéressant avec debug, c'est que ça peut être auto-implémenté par le compilateur. Donc facilement, vous pourrez afficher le contenu de vos variables. Et après, dans ops, je l'ai dit juste, mais c'est pour l'histoire, vous pouvez surcharger tous les opérateurs, addition, assignation, soustraction, multiplication, division, etc., en Rust, et en faire des implémentations custom pour votre type. Donc ça vous permet d'avoir là aussi des syntaxes plus sympas quand vous avez un DSL à vous, entre guillemets. Et c'est parti. On va commencer par copier et clone et retour du chat. Donc deux traits qui sont vraiment hyper importants à comprendre et qui en vrai résument 75% des erreurs que vous aurez au début quand vous faites du Rust. Donc j'espère que nos explications seront suffisamment claires. Donc jusque-là, normalement, tout va bien. C'est que là, c'est l'exemple qu'on avait déjà juste avant. J'ai ma fonction age, enfin ma méthode age qui retourne l'âge, voilà, et qui affiche, bon, qui timeout, super, ça va être, j'espère que ça va, on retente, puissance, pas grave, qui affiche l'âge de mon chat. C'est pas grave, je passe, croyez-moi sur parole, ça fonctionne. Parce que c'est le playground de Rust, donc méfiez-vous, des fois ça marche pas. Donc, pas que ça marche pas, c'est que c'est des ressources qui sont mutualisées, donc déjà ils sont sympas de me laisser jouer cette présentation. J'avance du coup, cette fois-ci je vais vouloir
faire la même chose strictement, mais avec le nom de mon chat. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, fort de mon succès que vous n'avez pas vu dans la slide d'avant, eh bien, je rajoute mon champ nom dans ma structure, voilà, qui est cette fois-ci un string, donc une chaîne de caractères UTF-8, comme je disais tout à l'heure. Parce que la manipulation des chaînes UTF-8 en Rust est safe, c'est assez cool et c'est vrai cross-platform. Et donc, je fais strictement la même chose que l'âge ici, c'est-à-dire que je fais une méthode name qui retourne le name, donc vraiment c'est la même qu'au-dessus, et je l'appelle de la même façon, voilà, en dessous. Et ça, donc c'est vraiment si je l'exécute et que ça timeout pas, parce que sinon ça va me planter ma présentation, c'est bon, ça ne timeout pas, ça échoue et ça ne compile pas. Et donc là, on retrouve notre erreur cannot move out. Alors c'est pas la même, cannot move out, donc de mon nom, qui est derrière une référence partagée. Et en dessous, hop, 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 il nous dit le move occur parce que self.name est de type string qui n'implémente pas le trait copy. Ah, vous me voyez venir. Donc là, on va parler de trait un petit peu. Alors déjà, bon, comprenons l'erreur vite fait. Là, du coup, ma méthode name, elle a juste le droit de voir mon chat. Et là, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle prend le nom de mon chat et elle essaie de prendre la possession même du nom de mon chat et de la retourner. Et ça, elle n'a pas le droit de le faire concrètement parce que je lui ai juste montré mon chat. Voilà, c'est pas open bar, quoi. Alors le compilateur, d'ailleurs, il peut vous aider ici. Vous voyez qu'il vous propose, en général, le compilateur, des possibilités de correction quand il le peut. Et en général, ça va marcher. Et typiquement, si on fait ça, et on va le faire plus tard, ça fonctionne, on verra pourquoi. Et d'ailleurs, ça, c'est un type qu'on trouve souvent sur Internet. Quand vous commencez Rust, il y a beaucoup de gens qui vous disent bon, n'hésitez pas à cloner, ça vous débloquera de plein de situations. Alors oui, mais si vous clonez sans comprendre ce que vous faites, au final, c'est pas cool non plus parce que vous comprendrez jamais pourquoi vous êtes tombé initialement dans cette situation, en réalité. Donc on le fera, mais on fera pas que ça. Alors du coup, la vraie question quand on regarde ce code, finalement, c'est pourquoi en fait? Pourquoi ça marche pour l'âge et pourquoi ça marche pas pour le nom? J'ai écrit le même code, quoi. Enfin, à un moment donné, dans tous les langages de la planète, quand j'écris la même chose pour une autre variable, ça marche, quoi. Sauf en Rust. Désolé. Donc la réponse à cette question, elle est simple, elle était un petit peu dans le message d'erreur, c'est que le type U8, il implémente le trait copy et pas le type string en fait. Donc là, on parlait du trait copy. Hop, ici, là, et pas le type string. Alors ça, je vous le montre juste comme ça. Vous voyez un petit peu comment fonctionne la documentation Rust. Ça ressemble à ça, super. Je sais pas si c'est bien zoomé. Et à gauche, vous avez donc les méthodes, blablabla, et tous les traits, ici, blablabla. Et donc on peut s'en persuader, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a bien copy. Voilà, on voit que implément copy pour U8, ça existe. On a d'ailleurs aussi clone. Voilà, je vous montre. Et si on va voir string, bon, c'est pas étonnant, mais du coup, le compilateur l'a dit et il mentait pas, on n'a pas de copie, on n'a que clone. Voilà, ici. On comprendra après pourquoi. Et voilà. Donc le trait copy, si on va voir un petit peu en détail, pareil dans la documentation de ce dont il parle. Hop. Donc d'ailleurs, on voit ici en passant que le trait copy, il hérite finalement du trait clone. C'est-à-dire qu'un type qui implémente copy, il implémente aussi clone. C'est donc les types dont les valeurs peuvent être dupliquées simplement en copiant bit à bit. Donc concrètement, tous les types qui implémentent copy, le compilateur, il sait implicitement qu'il a le droit de les prendre et de les dupliquer. Donc on va s'en persuader, ça aussi. J'ai outillé entre guillemets mon chat. Donc ici, notre fonction âge, notre méthode âge qui retourne l'âge, elle affiche ici l'adresse de l'âge dans l'instance de mon chat, donc dans mon chat. L'adresse de mon chat, de l'âge de mon chat. Et ici, on affiche l'adresse de l'âge qui est retourné par notre méthode. Voilà. Donc le 2.p, c'est un autre trait du coup qui s'appelle pointeur pour afficher des valeurs d'adresse mémoire. Voilà, désolé, ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est la vie. Et là, ce qu'on voit, c'est que, alors, faut bien cligner les yeux, mais c'est pas la même valeur. 39F, 3FF, donc c'est pas la même valeur. Voilà. Si j'avais voulu que ce soit la même valeur, d'ailleurs, je le dis en passant, hop, il suffirait de retourner une référence sur l'âge de mon chat. Là, ça, pour le coup, j'ai le droit aussi, puisque j'ai une référence de mon chat, donc j'ai le droit de retourner une référence de l'âge de mon chat. Voilà. Et si j'en affiche, hop, l'adresse, suspense total, tadam, ok, on a la même adresse.
Alors je vous l'ai montré, mais c'est complètement naze ce qu'on vient de faire concrètement, parce que avant, du coup, si on se remet comme on était, là on retourne un octet, voilà. Si je retourne une référence sur un octet, je retourne une adresse sur n'importe quelle architecture 64 bits standard, une adresse ça fait 64 bits, donc ça fait 8 octets. On vient honnêtement de diviser par 8 l'espace qu'on a consommé. Bon, c'est pas vrai, mais voilà. Donc en vrai, vous embêtez pas à faire ce genre de truc sur les types copie. On en reparlera, enfin, je vous le redirai après, mais en général, une bonne pratique, c'est que quand un type implémente copie, profitez-en, copiez-le, ça va plus vite. Enfin, ça va très vite en général. Sauf si votre truc est énorme. Donc on va faire un petit détour, voilà, c'était parce que j'avais vraiment envie de vous préparer à aller au lit. On va faire des petits rappels sur les fonctionnements de la stack et de la heap pour comprendre ce que ça implique d'être copie, ce que ça implique d'être clone en fait finalement. Donc le fonctionnement de la stack c'est quoi dans tout programme qui s'exécute, en tout cas classiquement, si ce que vous avez vu normalement sur du C et compagnie, donc Rust est basé sur l'ABIC et linké par défaut avec la libc, donc il faut savoir qu'en gros ça fonctionne de la même façon. La stack, c'est pas très compliqué finalement, c'est une pile dans laquelle on vient empiler des stack frames. Donc à chaque fois qu'on appelle une fonction, on empile des nouvelles stack frames. Donc si une fonction A appelle une fonction B, on va se retrouver avec une stack frame par-dessus. Si une fonction B appelle C, une fonction C, je vais avoir la stack frame encore au-dessus, et quand je retourne, ça se déstack, enfin ça se dépile. Et une stack frame, ça contient quoi en particulier? Ça contient tous les arguments qu'on a passés à notre fonction, l'adresse à laquelle je veux ressauter quand je veux revenir au point d'exécution où j'étais au moment où j'ai appelé ma fonction, et, c'est là que ça devient intéressant, toutes les variables locales à ma fonction. Et donc, ce qui est intéressant avec la stack, c'est que l'allocation mémoire sur la stack, elle est gratuite en fait, ou quasiment gratuite, ça coûte presque rien. On va incrémenter un pointeur et initialiser quelques champs. Et elle est précalculée à la compilation. C'est-à-dire que toutes les variables locales qu'on a, ça fait partie des contraintes. Il faut qu'on sache les dimensionner, il faut qu'on sache combien de place elles prennent pour qu'on puisse calculer la taille de cette zone-là. Voilà, à la compilation. Ça s'oppose donc à la heap, qui est en gros une zone un peu moins structurée, et dans laquelle on va pouvoir allouer de la mémoire dynamiquement. Et ça passe par un allocateur mémoire, et donc, je vais le dire une fois et après on n'en parle plus, mais malloc free, voilà. Si vous en rêvez encore, ça passe notamment par ça quand on va vouloir travailler avec la heap, en tout cas par défaut, encore une fois. Et donc potentiellement, ça c'est coûteux parce que on passe par un appel à malloc qui va faire potentiellement des appels enfin si j'ai plus assez de pages mémoire, etc., il va falloir faire un appel système pour que mon kernel il me donne une page, etc. Donc ça peut prendre du temps. Donc en termes de coût, on n'est pas du tout sur la même base en termes de performance. Et en Rust, donc par défaut, quand vous écrivez des variables avec le mot-clé let, il y a une partie qui sera toujours sur la stack, et donc quand vous utilisez des types dimensionnés primitifs, ils seront toujours sur la stack. Donc un élément de réponse à pourquoi Rust ça va vite, c'est déjà que massivement, Rust utilise la stack en réalité. Donc il fait assez peu d'allocation mémoire. Par rapport à d'autres langages qui créent plein d'objets et qui garbage collect juste après. Voilà. La stack, c'est ça. Et donc comment on fait pour gérer des types de taille dynamique? Hop, donc ça je vais l'exécuter rapidement, on va voir si ça marche. Tout simplement en utilisant la heap. Et pour ce faire, on est obligé de passer par d'autres façons en Rust. Donc soit il y a des types qui vont gérer ça pour vous. Donc par exemple le type vecteur, qui est l'équivalent d'un ArrayList en Java, donc c'est un tableau contigu en mémoire. C'est aussi l'équivalent d'un vecteur en C++, du coup. Donc là, normalement, vous n'êtes pas perdu pour ceux qui font du C++. Donc ça peut s'instancier comme ceci, et sa taille, elle peut changer. C'est-à-dire que initialement, ce qu'on voit ici, c'est que quand j'initialise un vecteur à vide, sa capacité, elle est nulle. Par contre, dès que je pousse quelque chose dedans, sa capacité, elle est dynamiquement augmentée, et je vais pouvoir mettre plus de choses dedans. Bon, après, là, il y a d'autres types de syntaxe, c'était juste pour le montrer, en mode, si vous connaissez déjà un petit peu à l'avance combien de place ça va prendre, c'est mieux, comme ça, vous n'avez pas besoin de reallouer, parce que concrètement, ce qui se passe ici, c'est que quand on augmente la taille de notre vecteur, il va devoir réallouer notre zone mémoire plus grande et copier-coller les valeurs dedans, donc c'est pas coûteux. Donc si vous savez déjà à l'avance combien de place ça prend, c'est cool. Et autre chose, là, c'est une autre notation plus compacte, avec la petite macro qui va bien pour directement créer un vecteur avec des valeurs dedans. Donc, on va devoir... typiquement, le vecteur, c'est un type un peu plus complexe que ce que j'ai dit juste avant. Donc, il n'a pas
une taille fixe. Donc, comment ça fonctionne? Si on va voir la documentation du vecteur, hop. Et là, pour le coup, c'est aussi un truc que je voulais vous montrer vite fait, mais du coup, on peut sauter dans les sources carrément de la bibliothèque standard, donc là, c'est intéressant, hop. Donc, quand on va voir ce que c'est que la structure vecteur, je ne sais pas si c'est assez grand, je vais zoomer, clac. Eh bien, donc, jusque-là, ça va, on a une taille, donc usize, c'est un type qui est juste un... c'est l'équivalent d'un entier non signé qui fait la taille la taille des adresses ou en tout cas du nombre de la taille de votre architecture. Donc par défaut ici c'est 64 bits quoi. Donc on a donc une longueur et un row vec. Et ce row vec, donc la longueur on connaît sa taille, ça c'est 64 bits. Voilà. Hop, on a donc une autre structure qui est un row vec, on peut rentrer dans le détail. Hop, row vec rapidement. Tac, ça contient un row vec inner qui contient lui-même, qui est en l'occurrence un pointeur et une capacité, et un allocateur mémoire. Donc, comme on l'a dit, ça passe par de l'allocation, donc c'est là que ça se passe. Et c'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que du coup, comment ça fonctionne un vecteur? Eh bien, il y a une partie qui est sur la stack, qui contient les valeurs qu'on s'est dimensionnées, donc le pointeur, la capacité, la longueur, donc a priori il y a 3 x 8 d'octets, donc 24 octets ici. Et après, ce pointeur, il pointe dans ma heap sur une zone mémoire qui est allouée dynamiquement et qui va être manipulée par mon objet vecteur. Et donc, toute la beauté de Rust, et pourquoi finalement Rust, là aussi, il est capable donc, de gérer la mémoire assez finement et qu'il a une empreinte mémoire très faible, par comparé à d'autres langages, c'est parce que tout est lié en fait au cycle de vie de l'objet qui est sur la stack. Quand cet objet qui est sur la stack disparaît de la stack, s'il n'y a plus personne qui le possède, concrètement, il est détruit. Et à ce moment-là, automatiquement, pour mon vecteur, ça va également désallouer la partie qui est sur la heap. Donc concrètement, Rust est frugal en mémoire parce que à chaque fois qu'on sort des scopes, eh bien, on va venir à la volée désallouer toute la mémoire dont on n'a plus besoin. Donc on est vraiment pixel, entre guillemets. On est toujours à l'octet près et on va toujours bien désallouer ce dont on n'a plus besoin. Pareil pour la petite histoire, si on va voir ce qui se cache derrière un string, mais un string c'est rien de plus, rien de moins derrière qu'un vecteur de U8, donc un vecteur d'octet brut. Et après toute la magie du type string en Rust, eh bien c'est l'implémentation qui vient par-dessus, mais ce qui se cache dessous, c'est juste un bête vecteur d'octet. Dernière petite chose par rapport à ça, donc quand vous voulez faire explicitement cette implémentation, donc ça pareil, c'est un petit point de détail, mais c'est quelque chose que vous aurez vite googlé quand vous allez tomber dans le problème. Quand vous voulez déplacer une variable explicitement sur la heap et ne pas la conserver sur la stack, vous pouvez utiliser le type box. Donc c'est comme ceci qu'on fait, vous pouvez créer un box, voilà, même d'un type qui aurait pu être copie et qui aurait pu être sur la stack, eh bien on peut le wrapper entre guillemets dans ce conteneur qui va faire exactement ce qu'on a au-dessus, c'est-à-dire que concrètement il va allouer une zone mémoire de la bonne taille sur la heap et il va stocker dedans la valeur. Et donc voilà. Et donc voilà. Donc là en l'occurrence, ce que j'ai fait, ça n'a aucun intérêt à part vous montrer que on n'a bien pas les mêmes adresses, et notamment pas les mêmes adresses de départ là, donc on n'est pas dans la même zone mémoire. Fin de la parenthèse, normalement là-dessus, on revient à notre chat. Et donc, première option de correction, eh bien, on fait ce que le compilateur nous a dit tout simplement, on clone. Et ça, donc, normalement, ouf, ça devrait fonctionner si ça timeout pas. Voilà, c'est bon, on est content. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire cloner finalement? Donc déjà, pourquoi on est obligé de le faire explicitement? Donc c'est parce que cloner, c'est une opération qui est volontairement coûteuse en fait, ou potentiellement coûteuse en fait. Et donc c'est un petit warning pour vous développeurs. Attention, quand tu fais appel à cette fonction, ça peut te coûter cher. Alors que quand on est sur les types copie, qu'on les retourne, globalement ça coûte rien, donc c'est implicite. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un clonage du coup? Eh bien, on vient dupliquer à la fois la partie heap et la partie stack, donc on se retrouve avec 2 fois la partie qui est sur la stack, et 2 fois qu'il y a la partie sur la heap, donc j'ai tout dupliqué de ma chaîne de caractères ici, qui est un vecteur, donc j'ai tout dupliqué, et je retourne une nouvelle instance. Bon, ça fonctionne, c'est cool, mais c'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire que du coup, pour juste retourner le nom de mon chat et l'afficher, eh bien, j'ai fait une duplication de tout ça en mémoire, quoi. Donc à la fois sur la heap et surtout sur la stack, ce qui est gênant, le clonage. C'est comme si j'avais réécrit à chaque fois que je faisais appel à cette méthode de name, voilà, si je continue sur
les métaphores physiques, c'est comme si à chaque fois, je prenais un bout de papier, je réécrivais le nom de mon chat et je le donne. Après quoi, ben, je l'affiche ici et on est content. Sauf que quand du coup je sors de ce scope, eh bien, je détruis mon bout de papier et à chaque fois que je vais faire un appel à cette fonction, je vais devoir bien réutiliser comme ça des ressources et c'est pas très bon pour la planète. Donc autre option de correction, ben, c'est d'être plus malin. Donc plutôt que de faire un clonage, faire un clone de mon nom, eh bien, on peut en retourner une référence, tout simplement. Et là, pour le coup, cette fois-ci, il y aura pas de recopie, mémoire, etc. Tout ça, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ne faites pas tout le temps ce que le compilateur vous dit. Réfléchissez, s'il vous plaît. Et donc ça fonctionne tout pareil. Donc si je l'exécute, ça va fonctionner. Donc là, les yeux aguerris pourraient me dire, mais tu ne retournes pas une référence de string, tu retournes une référence de str. Ouais, il y a une question. Non, ça clone que le nom. Ouais. Du coup, c'est le nom. Cloner le chat, on y arrive après, mais c'est de la science, c'est de la SF. Donc ouais, là du coup, les yeux, comme je disais, les yeux les plus aguerris pourraient me dire que je ne retourne pas une référence sur le string. Alors les strings, c'est un truc compliqué en Rust, enfin vraiment compliqué, en tout cas compliqué à appréhender du premier abord. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà vu passer cette petite image, mais effectivement, donc là, si on déconstruit tout ce qu'on est en train de voir, bien, on a vu que string, c'est le type qui peut être possédé. Le str, en réalité, c'est le type c'est le typage de ce qui est de la partie qui est sur la heap. Donc, quand on déréférence un string, en réalité, donc on a bien une référence de ce qui est sur la heap. Donc, c'est ça qui est correct. Alors, il y a un truc qui s'appelle la deref coercion, qui est assez compliqué à lire si vous allez dans la documentation, mais qui fait automatiquement en fait un double déréférencement. Si j'écris référence de string ici, ça va quand même fonctionner. Mais c'est pas forcément ce qui se passe en vrai. Mais voilà. Donc, vous pourrez aller lire aussi si vous avez fini votre livre et que vous manquez de quelque chose sur votre table de jouer. Voilà. Et donc après, notre string, il peut être également, comme on l'a vu, avec d'octets, c'est une représentation. Ça peut être aussi une slice d'octets, c'est un tableau de dimension connu ou inconnu, mais un tableau dimensionné, quoi. Et en Rust, il y a aussi plein d'autres types, parce que ça, tout ce qui est en gros au-dessus de mon curseur ici, enfin au-dessus de ma souris, c'est tout ce qui va être lié au type string UTF-8, donc le vrai string, quoi, le beau string de Rust, et tout ce qui est en dessous, c'est les strings, on va dire, un peu plus impropres, donc tout ce qui va être lié aux strings qui sont spécifiques OS, donc OS str, OS string, paf, buff, c'est pour manipuler des chemins, hein, voilà. Et CSTR, c'est string, c'est tout ce qui va être lié au FFI avec C, pour pouvoir transformer des carrés étoiles en CSTR et compagnie. Voilà. Bref, donc les strings, tout un chapitre. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, donc on a fait ce premier exemple avec l'âge de mon chat, il y a un autre cas perturbant ici, donc c'est le même problème, enfin c'est exactement la même chose, mais qu'on présente d'une autre façon. Donc on l'a vu tout à l'heure, quand je fais cette opération ici, y égale x, finalement, eh bien je transfère la possession du contenu de la variable, donc là en l'occurrence ma petite chaîne de caractères hello world, sa possession elle est transférée de x à y. Ce qui fait que si j'essaye ensuite par la suite de faire des appels qui utilisent cette variable x elle ne possède plus rien, elle est morte entre guillemets, on ne peut plus s'en servir, et donc ça ne compile pas. Mais ça c'est le cas standard en Rust, parce que du coup on a cette move sémantique, ça s'appelle. Et là où, bah super, voilà. Donc bon, il n'a pas voulu. Et là où ça devient perturbant finalement, c'est encore une fois quand vous écrivez du Rust au début, c'est que quand vous manipulez des types comme celui-ci, qui est, alors implicitement c'est un i32, mais moi voilà, c'est typé 1, c'est fortement typé, c'est juste que le compilateur fait beaucoup de choses très smart, donc il le type par défaut. Et bien quand vous utilisez un type qui implémente copy, comme globalement n'importe quel entier par exemple, quand vous faites cette opération y égale x, implicitement, lui, il se dit, ah, le type, il implémente copy, du coup, il le duplique, en fait. Donc là, il clone la valeur. Et donc, du coup, je me retrouve avec deux valeurs, y et x, deux variables différentes qui ont le même contenu à ce moment-là. Voilà. Et donc ça, si j'exécute, ça va fonctionner pour le coup, ça compile. Donc là, du coup, le timeout de mon petit... je vais retenter. Si ça marche pas, c'est pas grave, je passe. Ok, il veut plus. Il veut plus. Bon, ça compile, ça compile pas. Donc voilà, donc c'est assez perturbant aussi quand vous commencez à écrire du Rust, parce que finalement là on a écrit, enfin, concrètement c'est strictement le même exemple encore une fois. Ce qui change, c'est juste le trait qui est caché de façon implicite derrière. Eh bien là il y est pas, et donc ça va pas marcher et ça va fonctionner. Donc
il faut y penser quand vous faites gronder par le compilateur sur des moves comme ça, ben, c'est peut-être que vous n'avez pas le trait copy alors que vous le vouliez potentiellement. Du coup, comment on fait pour implémenter copy et clone d'ailleurs? Petit exemple, c'est pas si compliqué, voilà, ouf, on respire. Petit exemple ici, donc j'ai une structure point qui a deux valeurs x et y. Si je fais encore une fois ce b égale a pour transférer, donc avec ma structure dédiée, la mienne, là, son ownership et que j'essaie d'accéder à a, eh bien ça ne va pas fonctionner. Bon, je peux retenter, soyons fous, mais ça ne va pas fonctionner parce que eh bien, l'ownership de ma valeur, de ma variable, donc la possession de mon point, il a été transféré à la variable b. Ok, on va plus y arriver. Et pour finalement par exemple, pour implémenter le trait clone, eh bien, il y a la petite macro, enfin, c'est pas une macro, la petite annotation d'iref qu'on a vu dans la présentation juste avant, qui permet d'annoter nos structures de données avec un certain nombre de choses. Et on peut, avec d'iref, lui donner un certain nombre de traits, dont clone, dont copy, dont debug, dont je parlais tout à l'heure. Ça va créer une implémentation par défaut. Alors le seul, enfin c'est pas de la magie noire, la contrainte, c'est que pour qu'on ait le droit de faire de diref clone, il faut que toutes les valeurs qui sont dedans soient clone aussi. C'est-à-dire qu'une fois que x implémente clone et que y implémente clone, mon compilateur, il sait créer une méthode, enfin il sait créer une implémentation pour le clone des deux champs. Et de même pour le copy. Donc on a vu tout à l'heure, copy, ça demande d'implémenter clone. Donc si je fais ça, hop, et bien cette fois-ci, cet exemple-là, normalement, doit fonctionner. C'est-à-dire que du coup, là, il se passe une copie de mon point. Et ça timeout toujours, mais c'est la vie. Donc là, encore une fois, ça ne compile pas. Là, on clone, ça compile. Et là, on implémente copie, donc ça compile aussi. J'ai le droit d'utiliser mon A. Il me reste 40 secondes, je continue. Sans pitié, le mec. Je continue. Un autre cas perturbant qui va vous arriver dès le départ en général en Rust, c'est que, c'est celui-là, donc pareil, je vais pas y arriver. Bon, à la limite, je vais sortir un IntelliJ à côté. C'est pas grave. Donc ça compile. C'est-à-dire que quand vous avez un vecteur comme ça et que vous allez vouloir utiliser cette annotation très sympa qu'on trouve dans plein de langages, alors particularité de Rust, d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de parenthèse par défaut autour après les if ou après les for. Donc au début c'est perturbant et maintenant je les oublie tout le temps dans tous les autres langages, donc c'est aussi perturbant quand j'en mets. Mais bon. Donc ça, typiquement, ça va fonctionner, mais finalement, comment il arrive à itérer, c'est un peu caché. Et j'aurais bien aimé qu'il arrive au moins à me compiler cette erreur, comme ça j'aurais pu expliquer. Allez, s'il te plaît. Ok. Bon, je vais pas le faire, c'est pas grave, pas de pitié. Il va jusqu'au bout le truc. Donc ici, ce programme-là ne compile pas. Pourquoi? Parce que, alors, j'aurais pas dû me fier trop au playground. Voilà. Parce que ce qui se passe ici implicitement, alors c'est très clair, enfin en tout cas c'est bien écrit dans le message d'erreur, c'est que quand vous faites un appel comme ça pour itérer sur une variable, eh bien le compilateur il se base sur le trait into-iterator qui fait partie des préludes que je vous ai montré tout à l'heure, qui va lui dire, qui va utiliser, c'est-à-dire que là du coup cette variable-là, il va appeler une méthode qui s'appelle into-iter pour en récupérer un itérateur. Et si on va voir encore une fois, hop, sur notre implémentation de VEC, suspense, tout ça. Il implémente bien into iterator, et il implémente même 3 fois. Donc la première fois, il l'implémente pour le type VEC. Voilà, vous le voyez ici. Et là, finalement, si vous avez suivi depuis le début, on comprend tout le problème de pourquoi on ne pourra pas écrire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire faire 2 boucles consécutives avec le même itérateur. C'est parce que cette méthode into-iter, elle consomme self. Donc elle va ici, au premier appel, ou ici plutôt au premier appel, hop, eh bien, elle va consommer mon vecteur. C'est-à-dire qu'elle va prendre mon vecteur, elle va me retourner un itérateur dessus, je suis content, mais quand ma boucle est finie, eh bien, mon vecteur, il est détruit concrètement. Donc, quand j'arrive ici, string n'existe plus. Et donc, la possession du string, elle a été prise par ma boucle et détruite par ma boucle. Et donc ici, je n'ai plus le droit de me servir de mon vecteur. Ouais, j'aurais bien voulu que ça compile. Bon, du coup, vous allez me dire, mais c'est nul ce langage, on ne peut pas itérer sur des strings ou sur un vecteur, franchement, voilà, abusé. Donc, heureusement, je reviens aux 2 autres implémentations qu'on a ici de into iterator sur notre vecteur. Il y en a une qui est sur la référence du vecteur, qui va donc
ne pas consommer notre vecteur. Et une autre d'ailleurs qui existe, mais c'est pour l'histoire, hein, mais bon, sur les références mutables. Si vous voulez itérer et avoir le droit de modifier chacun des éléments un par un quand vous itérez dans votre boucle, vous pouvez également le faire. Donc typiquement, il suffit de le savoir hein, quand même la première fois, mais il suffit de rajouter un petit éperluette ici, une petite référence devant votre variable, et ça va vous permettre d'itérer sur la vue de votre vecteur, et donc de ne pas le détruire, et vous pourrez vous en resservir juste après. Comme ce bout de code qui compile, mais qui va probablement timeouter aussi, vous le prouve. Voilà, suspense, tagadam. Voilà, très bien. Cette petite méthode iter, qui est ici, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ben, elle vous retourne un itérateur, donc un objet qui implémente le trait itérateur. Ça je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros c'est le trait qui permet ensuite tout simplement d'itérer. Donc c'est ce qui permet au compilateur là aussi de récupérer la prochaine valeur à chaque fois. Donc, ça vous demande, spoiler alert, d'implémenter la méthode next. Et donc cette méthode, ça c'est un pattern assez classique aussi en Rust, du coup d'avoir une méthode iter comme ça. D'ailleurs, si on va voir, ou si on revient plutôt à notre implémentation de into iterator, le premier, ou non, plutôt celui-là sur la référence, voilà, tac. Si on va voir ce qui se cache derrière cette implémentation, c'est simplement un appel à iter. Et je pense que je vais m'arrêter là, sauf si vous voulez continuer. Non, je pense pas. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors j'espère que les petits exemples perturbants que je vous ai montrés là vous aideront, parce que voilà, c'est pas mal de petites choses qui peuvent vous arriver, enfin, ou qui vont vous arriver, et donc il faut savoir voilà, que quand vous voyez des moves, il faut penser un petit peu à comment vous allez manipuler votre variable. Quand vous avez comme ça encore une fois des problèmes avec vos boucles, eh pensez peut-être à vérifier que vous itérez sur ce que vous voulez vraiment. Alors si vous avez là aussi un IDE, VS Code, enfin Rust Rover ou quoi qu'est-ce, NeoVim, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais qui vous affiche les types, le typage des variables, c'est bien, parce que du coup, vous verrez rapidement ici si vous êtes sur des références ou pas, et si vous n'êtes pas sur des références, c'est que vous êtes en train de détruire des trucs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, ou est-ce que tout le monde veut aller boire un coup? Allez, je prends. Merci Igor. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je suis vraiment complètement à l'aise avec tous les paradigmes et tout ce qu'il y a dans Rust aujourd'hui. Voilà, ça c'est ma réponse humble. Après, vraiment être à l'aise, je sais pas, ça m'a pris peut-être un mois ou un mois et demi. Alors j'ai fait ça, moi je me suis mis à Rust pendant le Covid, donc j'avais vachement de temps quand même. Et donc du coup, forcément, ça va plus vite. Mais voilà. Après, je m'en sers dans un contexte assez particulier. Je fais pas mal de concours et de compétitions avec, donc ça aide honnêtement beaucoup parce que on évite énormément d'erreurs quand on écrit, donc finalement on va plus vite. D'où le côté productivité, moi j'y crois, au côté productivité du langage. Mais c'est vrai qu'il y a une barrière de départ qui est dure. Il ne faut pas hésiter à être humble pour le coup, à prendre le Rustbook et à le lire en partant du début, parce que voilà, il y a ces notions là qu'on a commencé à gratter, donc bon, on les a bien gratté quand même, mais typiquement le ownership, cette notion de move sémantique, c'est des choses qui sont complètement inédites en fait, il n'y a pas ça dans notre langage, donc si vous ne les avez jamais vues et que vous faites... je l'ai fait moi, j'ai pris Rust, j'ai dit bah, super, je prends la documentation comme ça, je la pose à côté, hop, j'ouvre un IDE, bon, je suis pas allé très très loin quoi. Concrètement, le compilateur rapidement il m'a rattrapé, il m'a dit attends, t'es en train de faire n'importe quoi. Donc ouais, prendre de la documentation c'est bien, et je pense que ouais, après voilà, rapidement tu arrives quand même à faire des trucs en vrai je trouve. Il faut prendre le temps, c'est pas, tu l'as dit un petit peu, hein, c'est presque philosophique, mais il faut prendre le temps de comprendre ce qu'on fait finalement. Et d'ailleurs, c'est peut-être là-dessus que je conclurai, c'est que Rust, c'est un langage qui vous force à comprendre ce que vous faites, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres langages où vous faites complètement n'importe quoi, mais vous le savez, vous ne vous rendez pas compte. Bon, ben là, le compilateur, en général, il va vous dire que tu fais, c'est pas bien. Ouais. Alors j'ai déjà... j'ai un prototype de Rust en prod. Ouais, mais alors c'est unique, et en vrai je l'ai fait parce que c'était vraiment un prototype, parce que la réalité du terrain c'est qu'il n'y a personne pour le maintenir ce truc, donc à part moi. Voilà, donc c'est pour ça que professionnellement en vrai c'est dur de mettre du Rust en production, en tout cas en tant que ESN. Il y a
on a fait un clavier custom pour la SNCF qui avait un besoin assez particulier parce qu'il voulait intégrer des lecteurs de QR code par défaut dans le clavier, etc. Donc pour une application Android. Donc, spoiler, enfin, je ne l'ai pas dit au début, voilà, je suis expert Android. Il voulait que ça soit quand même un clavier sympa. Et donc il voulait notamment qu'il y ait tout ce qui va être complétion syntaxique. C'est le truc avec les mots qui s'affichent en haut là. Et ça utilise des structures de données, ça utilise un trier, entre autres, par exemple. C'est comme ça qu'est fait l'ancien clavier AOSP d'Android, par exemple. Et donc, on ne voulait pas repartir du clavier complet, parce que c'est quand même un beau bousin, entre guillemets, pour rajouter un petit lecteur de QR code. Donc, on a refait un clavier plus simple, qui est vraiment custom pour le coup. Et cette fonctionnalité de complétion syntaxique, la fin de proposition du prochain mot, je l'ai recodé en Rust. Donc, il y a un petit bout de Rust quelque part. Voilà. Mais non, en vrai, pour l'instant, j'en suis encore à donner des confs et à essayer d'inciter les gens à s'y mettre pour être dans un écosystème où ça pourrait vraiment se lancer. Là, pour l'instant, ça serait un peu du suicide, je pense, de lancer un projet en Rust, sachant qu'il y a, je ne sais pas combien de développeurs opérationnels sur toute la bande, enfin sur tout Toulouse, qui font du Rust. Il y a Sylvain, ouais. Bravo. Ok, bon, on est au moins 4 dans la pièce, c'est cool. On peut faire un petit projet. Eh bien, je te rends le micro, Kevin. Merci à tous et toutes pour votre attention.